Et nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream où on parle politique européenne et où la politique européenne vous parle en retour. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez, ce soir on est en français, on parle français et c'est tout simplement parce que notre invité est français. C'est aussi une première pour la chaîne puisque nous accueillons pour la première fois un député du groupe The Left, donc l'extrême gauche européenne en schématisant. Ce soir nous allons donc échanger avec Emmanuel Morel. Donc comme je l'ai dit, il appartient au groupe The Left. Il a été élu sur la liste France Insoumise en 2019, mais il n'est pas LFI lui-même, puisqu'il appartient au parti de la gauche républicaine et socialiste, dont il est un cofondateur. Et il n'a pas toujours siégé dans le parti The Left, puisque avant 2018, il siégeait dans le groupe socialiste. Donc Emmanuel Morel, il a 48 ans, il est député européen depuis 2014. Aujourd'hui, il est membre de la commission du commerce international, de la commission spéciale sur l'intelligence artificielle, et il est suppléant en commission des affaires étrangères et en commission des affaires juridiques. Donc en gros, dans ces commissions-là, de ce que j'ai pu échanger un petit peu avec son bureau en amont de l'interview, il travaille notamment contre la signature des accords de libre-échange, pour une stratégie autonome de l'Union européenne en matière de politique étrangère, et pour la mise en place d'une vraie politique de lutte contre la contrefaçon. Bref, avant de commencer l'interview, comme d'habitude, je vous explique comment on va procéder et la règle de la maison. Donc notre invité de ce soir, il sera avec nous pendant 50 minutes, pas une heure parce que malheureusement il doit s'occuper de ses enfants, donc il restera 50 minutes avec nous, après quoi il partira, il profitera du reste de sa soirée de ses enfants. Et nous, vous devrez faire avec moi pendant encore une demi-heure, on fera un petit débrief, on discutera de ce que vous avez pensé de l'interview, donner des éléments supplémentaires si vous avez besoin, etc. etc. Comme d'habitude, de mon côté, j'ai préparé mes questions, et j'en ai collecté aussi pas mal d'ailleurs via Reddit. Mais vous pouvez aussi poser vos questions directement dans le chat, je garderai un œil dessus et je piocherai dans vos suggestions. Donc n'hésitez pas à participer, à réagir, mais comme toujours, faites-le dans la bonne humeur et ne spammez pas. Donc le but de ces interviews, c'est de vous aider à mieux comprendre qui sont vos représentants à Bruxelles, ce qu'ils y font, et aussi observer la diversité et les subtilités de la politique européenne. Donc comme toujours, on ne parlera évidemment que de politique européenne, c'est pour ça qu'on a cette chaîne. On ne couvrira pas la politique nationale, à moins que ça soit en rapport avec l'Europe. Donc gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Sur ce, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Bonsoir Emmanuel Morel, bienvenue Bonsoir. et merci d'avoir pris le temps de venir participer à cette interview de ce soir. Vous m'avez entendu faire mon introduction, donc le but de ce soir, c'est de faire votre connaissance, de savoir ce sur quoi vous allez vous travailler au Parlement européen, quelles sont vos priorités, quelles sont vos opinions. Et du coup, ce que je vous proposerais de faire pour un peu lancer notre discussion, c'est de vous présenter très rapidement à l'audience et ensuite on va commencer notre discussion. Oui, alors d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation, mais peut-être corriger quelque chose dans votre présentation. Vous avez dit Ah, que le groupe The Left, vous m'entendez? oui, je vous entends. Vous avez dit le groupe The Left, c'est l'extrême gauche européenne. Bon, je pense que c'est un abus de Schématiquement. langage parce que bon, vous avez en effet des gens qui viennent du communisme. Syriza en Grèce, par exemple, c'est pas un parti d'extrême gauche. Certains diraient gauche radicale, moi je dirais une gauche de transformation. De la même façon, Die Linke en Allemagne, on ne peut pas dire que ça soit un parti d'extrême gauche, ce pas des révolutionnaires, c'est des réformistes. Donc moi-même, je pense que j'appartiens à une tradition politique, et celle de la gauche de transformation. C'est-à-dire qui n'accepte pas le monde dans lequel on vit, qui conteste le système économique et ses conséquences sociales, mais qui pour autant accepte le jeu de la démocratie et veut réformer la société. Donc, de ce point de vue-là, je ne dirais pas que je suis un gauchiste ou quelqu'un d'extrême gauche. Et d'ailleurs, même moi, je pense que je suis un socialiste maintenu. Mais disons que je suis socialiste là où les socialistes ont viré un peu plus à droite, quoi, ou au centre. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait cette correction, je peux me présenter. Donc, en effet, vous l'avez dit, j'ai 48 ans. J'ai 2 enfants. D'ailleurs, j'espère que ceux qui assistent à l'émission ne seront pas trop surpris, mais j'interviens depuis la chambre de ma fille, qui est le lieu le plus calme de l'appartement dans lequel je me trouve. Alors évidemment, la décoration est un peu spéciale, mais je n'en suis pas responsable. Il s'agit d'une jeune fille de 14 ans. Je suis militant politique depuis très jeune, depuis l'âge de 20 ans. Pendant mes études, je me suis engagé. Alors au départ, c'était des combats assez classiques contre le racisme. À mon époque, c'était l'apartheid, la peine de mort aux États-Unis pour les Noirs. Enfin, voilà, c'est ce genre de combat qui étaient mes premiers combats. Et puis après, j'ai milité dans le syndicalisme étudiant. Je suis rentré assez tôt au Parti socialiste. Et puis j'ai gravi les échelons militants de façon assez modeste. J'ai été élu pour la première fois assez jeune, à 27 ans, comme dans la vie locale. Et puis
J'ai exercé d'autres mandats, notamment à la région Île-de-France pendant une dizaine d'années. J'ai eu la chance et le bonheur d'être vice-président de cette région. Je m'occupais de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'emploi. Donc ça m'a permis de rencontrer un très grand nombre de concitoyens franciliens, d'essayer d'améliorer les politiques de l'emploi, de la formation. C'était pas facile, mais en même temps, c'était un mandat assez exaltant. Et puis en 2014, j'ai eu cette chance folle de devenir parlementaire européen. Alors, c'est très compliqué au début, on est complètement perdu, ne serait-ce que parce qu'il faut que chacun se représente le Parlement. C'est quelque chose d'immense avec des couloirs un peu labyrinthiques, des noms de salles qui sont étranges. Pour ceux qui connaissent le Parlement européen, qui l'ont déjà visité, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de numéros. Donc, au début, on est un peu paumé. Et puis, il y a il y a toutes des habitudes à prendre, comme dans n'importe quel mandat. Mais là, c'est d'autant plus compliqué que vous vous retrouvez avec des collègues de 27 pays différents. Donc, ça veut dire autant de langues, autant de cultures, autant de différences culturelles aussi. C'est ce qui fait l'intérêt et en même temps la difficulté du Parlement européen quand il y arrive. Donc, je siège, vous l'avez rappelé, dans la commission du commerce international. En fait, c'est une commission qui va étudier tous les accords qui régissent les échanges entre l'Union européenne et d'autres pays. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, CETA, c'est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Peut-être, je ne sais pas. Il y en a un autre qui est en train d'être discuté et qui, à mon avis, est très mauvais. C'est un accord avec le Mercosur, c'est-à-dire une grande partie des pays d'Amérique du Sud. Et donc, c'est la commission dans laquelle je travaille. Il y a tous les partis qui sont représentés et on essaye d'évaluer quels sont les bénéfices pour les entreprises, mais aussi pour les salariés des pays européens de ce type d'accord. Et il y a des débats, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, évidemment, sur le bien fondé de tel ou tel texte. Voilà, donc ça, c'est ma commission principale, mais vous l'avez rappelé, je siège aussi dans une commission spéciale, qui est la commission sur l'intelligence artificielle. Alors, là, on est plus sur quelque chose de prospectif, c'est-à-dire aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite dans à peu près tous les domaines de la vie, mais nous, les législateurs, il faut dire la vérité, on est très en retard par rapport aux évolutions technologiques. Et on se pose des questions qui sont presque des questions de science-fiction sur c'est quoi la responsabilité juridique d'un robot, est-ce qu'on laisse les entreprises tout faire avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on met des limites? Vous voyez, ça, c'est vraiment le genre de débat prospectif, mais très important pour l'avenir, et je pense que l'Union européenne a des choses à dire. Donc ça, c'est une commission spéciale. Et puis j'ai deux autres commissions où je siège comme suppléant, mais au Parlement européen, titulaire et suppléant, c'est presque pareil, dans le sens où si vous voulez du travail, vous avez du travail. Et donc moi, je siège en commission des affaires étrangères. Bon, ça c'est simple, c'est le rapport diplomatique entre l'Union européenne et les différents pays du monde, et aussi dans la commission des affaires juridiques, où là, il s'agit d'étudier comment on peut réguler un certain nombre de choses dans le marché européen. Je pense notamment au secteur du numérique, par exemple. Voilà, donc et en plus, j'ajoute, parce que dans le cadre de mon mandat aux affaires étrangères, j'ai la chance d'être premier vice-président de la commission Maghreb, la délégation Maghreb, pardon, une délégation donc qui essaye de voir comment améliorer, quand ils sont pas bons, mais c'est pas le cas toujours, les rapports entre l'Union européenne et les pays du Maghreb. Pour moi, c'est très important. Je pense que l'Europe doit se tourner davantage vers la Méditerranée et vers ceux qui sont de l'autre côté, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye. Voilà, c'est quelque chose de, pour moi, très important. J'entretiens des rapports personnels et chaleureux avec notamment la Tunisie, parce que c'est un pays qui a accédé à la démocratie il y a une dizaine d'années, qui connaît des crises quand même aujourd'hui importantes. Et moi, je suis persuadé que l'Union européenne doit tout faire pour aider ce pays, c'est un pays extraordinaire. Les autres aussi le sont, bien sûr. Mais celui-ci en particulier, parce que j'ai la responsabilité principale sur la Tunisie. Voilà, donc bon, c'est un mandat à temps plein, compliqué parfois, frustrant souvent, parce que par définition, il faut faire des compromis et que un compromis, c'est toujours frustrant, mais encore une fois, c'est un mandat absolument exaltant. Et puis, on participe quand même à quelque chose d'historique, c'est-à-dire la construction européenne, avec ses défauts, mais aussi ses avantages, avec ses atouts, mais aussi ses handicaps. Et la dernière chose, enfin, vous l'avez précisé au début de l'entretien, je suis français. Et donc, pour moi, d'ailleurs, c'est mon titre officiel, je suis représentant de la France au Parlement européen. Et je suis là aussi pour veiller
à ce que les intérêts des Françaises et des Français, et notamment les plus modestes, soient défendus. C'est en tout cas comme ça que j'exerce mon mandat. Alors, je ne l'exerce pas toujours très bien, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Dans C'est un contexte qui est essentiel. compliqué, parce que vous voyez bien que là, depuis 2019, on a un petit truc qui s'appelle le Covid. Et donc, toutes nos façons de travailler ont été incroyablement impactées. C'est développé les réunions Zoom, pas forcément Zoom, je ne veux pas faire de publicité, mais les réunions en visio, là où on était quand même très habitué au présentiel. Ça change complètement notre travail de parlementaire. Là aussi, il y a beaucoup de frustration. Bien sûr. On a repris il y a peu de temps les réunions physiques, mais le problème, c'est que l'arrivée de la 5e vague menace ce travail, quoi. Donc, c'est un deuxième mandat un peu particulier parce que sous le signe d'une épidémie qui évidemment concerne toute la planète, mais singulièrement l'Europe. D'accord. Et alors du coup, je vais commencer avec ma première question. Vous avez mentionné l'idée que quand on arrive au Parlement européen, on est un peu perdu. Et c'est vrai que Ah, bah oui. le Parlement européen, surtout quand on vient de la politique française, c'est des pratiques complètement différentes de la politique. Et j'avais quelqu'un qui me demandait, est-ce que en général au Parlement européen, il y a une atmosphère studieuse et productive, ou est-ce qu'on est plus dans du chacun pour soi, chacun joue sa partition sans vraiment s'écouter, comme parfois on le voit à l'Assemblée nationale en France? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, quand on arrive au Parlement européen, on est perdu, mais on est perdu même au sens physique Oui, du terme. aussi. C'est très grand, c'est très labyrinthique, comme je disais tout à l'heure. Vous avez énormément de gens qui travaillent parce qu'il n'y a pas que les parlementaires, hein. Vous avez bien sûr les assistants et qui ont un rôle absolument décisif en fait, hein. Les assistants parlementaires, vous avez tous les fonctionnaires, ils sont extrêmement nombreux. Puis vous avez aussi tous les personnels de ménage, de cantine. Le Parlement européen, c'est presque une petite ville, hein. Je crois que c'est 5000 personnes qui travaillent au quotidien, avec un très grand nombre de services. Et donc, déjà, il faut s'acclimater à cet espace, à ce lieu, à la fois à Bruxelles, et puis aussi, moi j'y tiens beaucoup à Strasbourg, hein, parce que comme vous savez peut-être, le Parlement siège à la fois à Bruxelles et à Strasbourg. Ça, c'est la première chose. Ensuite, alors, ce qui est surprenant pour un Français, c'est que c'est la méthode de travail, puis aussi la composition du Parlement. En France, sans vouloir rentrer dans le détail, vous avez ce qu'on appelle le scrutin majoritaire. C'est-à-dire qu'en gros, seuls les très grands partis sont représentés à l'Assemblée nationale. Et puis, vous avez une opposition, une majorité. L'opposition, elle parle, mais on s'en fout, parce que la majorité, elle est majoritaire. Et la majorité, elle ne parle pas beaucoup, parce que c'est le gouvernement qui, de toute façon, lui dit ce qu'il faut faire. Donc, je simplifie à peine, hein, j'ai enseigné le droit constitutionnel pendant de très longues années, et donc je connais bien les institutions de la Ve République, elles ont leur avantage, mais la vérité quand même, c'est que vous avez un gouvernement qui décide, on pourrait même dire, il y a un président qui décide, un gouvernement qui exécute les ordres du président, et une assemblée à laquelle on demande d'obéir. Et l'opposition, elle peut toujours parler, de toute façon, on ne l'écoute pas beaucoup. Le Parlement européen, c'est complètement différent. D'abord, vous n'avez pas de président, enfin, vous n'avez pas de président au sens de l'exécutif. Vous avez un président du Parlement, mais vous n'avez même pas un gouvernement qui vient vous donner des ordres, vous dire voilà quel est le calendrier. Les choses sont beaucoup plus complexes d'un point de vue institutionnel, on pourra y revenir. Mais la deuxième chose, évidemment, c'est que toutes les sensibilités politiques sont représentées. Et dans le travail, et c'est ça le plus important, toutes les sensibilités politiques sont associées. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel texte, je ne sais pas, prenons le Digital Service Act, là, ce qu'on est en train de discuter sur, on va dire, l'encadrement et la régulation des plateformes numériques. Tous les groupes politiques vont être amenés à travailler sur le texte. Chacun avec ses idées, chacun avec ses convictions, chacun avec ses propositions, et on essaye de fabriquer un consensus. Alors, on y arrive à un compromis. On n'y arrive pas toujours, hein, mais on est obligé, ça c'est vraiment dans le fonctionnement quotidien du Parlement, on est obligé au moins de discuter pour essayer de trouver un compromis. Là, c'est une différence très importante par rapport notamment à la vie à l'Assemblée nationale, où parce qu'il y a une majorité, généralement, la majorité, elle dit c'est comme ça et pas autrement. Au Parlement, il n'y a pas toujours de majorité parce qu'il y a le scrutin proportionnel pour cette élection. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, sur les plus de 700 députés qu'on est, il n'y a pas de groupe politique qui soit majoritaire. Donc tout le monde est obligé à faire des coalitions et donc à faire des compromis sur des textes. Ça change tout. Et pour un Français, c'est en effet un choc politique et culturel. Mais en même temps, ça a un avantage considérable. D'abord,
tout le monde peut exprimer ce qu'il pense et être écouté, parfois en tout cas, parce que justement, il y a cette nécessité de trouver des coalitions qui peuvent changer en fonction des textes législatifs. Ça, c'est très différent de notre système à nous, mais évidemment très passionnant. Enfin, moi, je trouve ça très passionnant. Ah oui, je suis d'accord, hein, je suis un ancien de la Et maison, donc... en plus, ça permet de guérir d'une maladie qu'on a, enfin que moi j'ai eu, hein, je dois l'avouer, mais comme beaucoup, qui est le sectarisme. C'est-à-dire évidemment le sectarisme politique. Alors quand on est jeune militant, ouais, je me souviens quand j'étais jeune militant étudiant, bon ça c'est le sectarisme, c'est comme une seconde nature, quoi. Mais évidemment, on se rend compte progressivement dans notre vie politique que c'est pas forcément ce qui est le plus glorieux. Et parfois, ça peut être surprenant, surtout moi que vous avez qualifié de gauche radicale. Hein. Ben moi, il m'arrive de trouver des accords avec des gens de droite. Et puis ça me choque pas, parce que ce qui compte, c'est quand même de travailler pour le bien commun. Si on y arrive, bah, tant mieux. Et c'est parfois le cas. Donc c'est une méthode de travail complètement différente. Après, c'est énormément de boulot. Voilà, c'est énormément de boulot. Pour moi, député, mais enfin surtout, il faut quand même dire la vérité, pour les assistants parlementaires. Les assistants parlementaires, alors au Parlement, on a la chance d'en avoir quelques-uns, donc on en avoir 4 ou 5 à Bruxelles. Bah, c'est des gens de très très grande valeur, généralement, avec une grosse formation intellectuelle, qui vont bosser sur les textes, qui vont participer à des réunions pour vous, parce qu'on ne peut pas faire toutes les réunions, notamment les réunions préparatoires, les réunions techniques, qui doivent être bilingues, voire trilingues. La plupart des assistants sont bilingues ou trilingues. Bref, c'est quand même parmi les métiers du politique au Parlement européen, c'est quelque chose de très important et de décisif. Vous ne pourrez pas être un bon député européen si vous n'avez pas des bons assistants. Alors après, il y en a, on va débattre ce que c'est qu'un bon député européen. Il y a ceux qui diront un bon député européen, c'est celui qui a 100 000 vues sur sa vidéo YouTube. Hein. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense qu'un bon député européen, c'est celui qui contribue à l'amélioration des textes législatifs. Et pour ça, il faut des bons assistants. Et en tant qu'ancien assistant, je ne peux que être d'accord avec vous. Oui, c'est vrai, vous êtes d'accord. Oui, je suis complètement d'accord. Mais alors du coup, toujours sur la question de la perception du Parlement européen. Donc les gens, en général, en France, ne savent pas ce que c'est que le Parlement européen. Or, il se trouve... Et il se trouve que pour la première fois, il y a eu une série télévisée qui a été faite sur le Parlement européen qui s'appelle Parlement. Est-ce que vous avez vu cette série? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, figurez-vous que j'étais sur la semaine dernière, j'étais dans un colloque organisé par l'Université de Paris sur les séries en politique, et notamment sur la série Baron Noir, très grande série politique. Moi, j'adore les séries politiques. J'adore... alors, évidemment... D'ailleurs, la plupart des séries sont politiques, parce que Game of Thrones, c'est une série politique. Bien sûr. Les Sopranos, d'une certaine façon, c'est une série politique. Mais dans les grandes séries politiques, vous avez Borgen, Baron Noir, qui est à mon avis une des plus grandes, House of Cards, qui est un peu caricaturale, et puis la plus belle série politique, la plus enthousiasmante, c'est West Wing, à la Maison Blanche. Parce que là, vous avez vraiment, alors évidemment c'est scénarisé, mais vous avez quand même... la politique en train de se faire, et la politique au sens noble, c'est-à-dire on se pose des questions, il en va de l'avenir du pays, il en va du sort de ses concitoyens, enfin bon, ça se passe, voilà. J'ai pas ressenti cette émotion ou cette gravité, cette profondeur en regardant la série Parlement européen, enfin celle dont vous parlez. J'en ai regardé 2-3 épisodes. Bon, après, c'est normal, je suis député européen, le député européen est présenté comme un crétin. Les choses sont très caricaturé, donc voilà, mais j'en ai regardé que 3 épisodes, donc je ne veux pas me prononcer. Disons que par rapport aux grandes séries politiques que j'adore et que j'ai vues, c'est pas celle que j'ai préférée. C'est pas dans le top 10, clairement pas. Non. Alors du coup, passons un petit peu au sujet sur lequel vous travaillez. D'ailleurs, il y a une dernière série que je voudrais recommander à ceux qui nous regardent, parce que c'est peut-être la série politique la plus extraordinaire qui soit, parce qu'elle est comique aussi, c'est la série VIP, qui suit une vice-présidente américaine pendant tout son mandat. Alors, ça permet d'améliorer sa connaissance du fonctionnement institutionnel aux États-Unis, et en plus, c'est un festival de vannes, c'est une série extraordinaire. Écoutez, je suis sûr que l'audience ira jeter un coup d'œil quand ils pourront, s'ils s'intéressent aux séries politiques. Donc, retournons un peu sur les sujets sur lesquels vous travaillez, sur vos sujets de spécialité. Donc, vous avez mentionné que vous étiez en commission du commerce international, vous avez travaillé notamment pour avoir des accords commerciaux qui soient justes et équilibrés. Mais du coup, pour vous, c'est quoi une politique européenne positive en matière de commerce international? Je vais vous surprendre, moi je pense qu'il faut moins commercer. Alors, évidemment, quand je dis ça, les gens se mettent à hurler, parce que
Il y a cette croyance qui consiste à dire que la croissance dans l'Union européenne, elle ne peut être fournie que par le commerce extérieur. Il faut échanger toujours plus de biens et de marchandises. C'est ça qui va tirer l'Europe vers la prospérité. Moi, j'en suis revenu, j'y crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, une des principales caractéristiques de la mondialisation libérale, c'est le libre-échange généralisé, c'est-à-dire le commerce tous azimuts. On essaye d'avoir de moins de règles possibles, de moins de normes possibles pour échanger toujours plus. Et ça aboutit à des catastrophes. Ça aboutit d'abord à des délocalisations d'entreprises, parce que comme évidemment, il y a toujours moins cher ailleurs, et ben on va dire, ah bah tiens, en Chine, ils travaillent pour moins cher qu'en Europe, donc on va délocaliser une usine en Chine. Et puis une fois qu'on est en Chine, on dit, ah bah tiens, au Vietnam, ils travaillent encore moins cher qu'en Chine, ah bah on va les délocaliser au Vietnam. Et puis après, on va se dire, bah tiens, au Bangladesh, ils travaillent encore moins cher qu'au Vietnam, on va les délocaliser au Bangladesh. Résultat, tout le monde s'appauvrit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je ne crois pas aux vertus de la compétition et de la concurrence généralisée. Voilà, j'y crois pas, je trouve que ça marche pas. Le seul truc qu'on voit à la fin, c'est un abaissement des salaires au nom, soi-disant, de la course au prix le moins cher. Donc vraiment, moi, si vous voulez, c'est en ça que j'ai une position un peu différente de beaucoup de collègues sur le commerce international. Hein. C'est que moi, je ne crois pas qu'il faille toujours plus commercer. Et puis surtout, moi, ma conviction, c'est qu'il faut mieux commercer. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez quand même des enjeux aujourd'hui. Le climat, c'en est un, il est fondamental. Si vous multipliez des accords avec des pays à l'autre bout du monde, prenons un exemple, la Nouvelle-Zélande. Là, la Commission européenne est en train de négocier un accord pour qu'on accroisse nos échanges avec la Nouvelle-Zélande, qui est à plus de 10 000 km de l'Europe. Bah, c'est encore plus de pollution. Pourquoi? Parce que c'est des bateaux supplémentaires, des avions supplémentaires. Et puis franchement, importer toujours plus de viande néo-zélandaise ou de kiwi, alors qu'on peut avoir de la viande ovine en Europe de bonne qualité ou des kiwis même, c'est le cas d'ailleurs, il y a des kiwis français, bah, ça me semble une folie. Donc moi, je suis pour qu'on rapproche plus les lieux de production, les lieux de consommation. C'est vertueux d'un point de vue de l'environnement, c'est vertueux d'un point de vue social, parce que ça fait travailler du monde. Et puis surtout, je pense que c'est aussi ambitieux de changer de modèle. Moi, je pense qu'il faut relocaliser. Enfin, on sort pas, d'ailleurs, on est dans une crise du Covid. Vous vous souvenez peut-être, quand a eu lieu le tout début de l'épidémie, on s'est rendu compte de quoi? Que nous, Français, et même nous, Européens, on fabriquait plus de Doliprane. On fabriquait plus des choses aussi basiques que des masques, que des respirateurs artificiels. Pourquoi? Parce que pour faire du fric, et toujours plus de fric, eh bien, on avait délocalisé toutes ces productions en Inde, en Chine et ailleurs. Bah, moi, je suis désolé, c'est pas l'idée que je me fais d'une politique industrielle. Donc, moi, j'émets de sérieuses réserves. Et moi, je suis pour qu'on passe des échanges moins qu'avant, et en prenant en compte toutes les dimensions de l'échange commercial, l'environnement, les conditions de travail. Parce que moi, franchement, je trouve pas ça acceptable qu'on continue à avoir des accords avec des pays où les enfants travaillent, par exemple. Voilà, tout simplement. Ou alors où les gens sont exploités comme des esclaves. Enfin, il y a un cas très connu sur lequel on s'est battu au Parlement européen, c'est le cas des Ouïghours. Les Ouïghours, c'est une minorité musulmane en Chine qui est exploitée, déportée, malmenée, maltraitée pour du travail qui est quasiment gratuit. Hein. Bah là, c'est pas possible. On peut pas cautionner ça et accepter ça. Donc moi, je suis pour qu'on change de politique commerciale. Je suis pour qu'on commerce moins, qu'on commerce mieux, et pour qu'on prenne en compte la dimension sociale, mais aussi la dimension environnementale. Je vous donne un deuxième exemple. Là, l'Union européenne est en train de négocier un accord avec la majorité des pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va importer plus de produits agricoles depuis l'Amérique du Sud, dont le Brésil. Sauf que l'huile de palme, le soja et autres produits, ils sont faits comment? Bah, c'est à la suite de la déforestation massive de l'Amazonie. Donc en Amazonie, d'abord, il y a des peuples autochtones qui se retrouvent sans terre et d'ailleurs souvent pourchassés par le pouvoir politique. Et en plus, c'est censé être le poumon de la planète. Or, c'est systématiquement et méticuleusement détruit par ceux qui veulent toujours plus de profit, toujours plus de marchandises. Bah, vous voyez, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc,
Ce qu'on essaye de faire à quelques-uns, hein, mais il n'y a pas que moi, on est nombreux dans tous les groupes politiques, hein, c'est de faire en sorte que on change radicalement de politique commerciale. C'est pas fait. Ça avance sur certaines questions. Là, on est sur un gros sujet qui est le sujet des marchés publics. Alors, je voudrais pas être trop technique, mais en gros, quand l'État, je sais pas, l'État veut acheter des fournitures, ouais, des fournitures de bureau, il lance un appel d'offres. Toute entreprise peut venir en Europe, toute entreprise peut se soumettre à cet appel d'offres, qu'elle soit chinoise, française, allemande ou je sais pas quoi. Et nous, on va dire, c'est quoi, qu'est-ce qui coûte le moins cher, hop, et puis on choisit une entreprise quelle qu'elle soit. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Dans les autres pays, notamment les États-Unis, mais c'est vrai aussi au Japon, c'est aussi au Brésil, on dit, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit plutôt d'abord une boîte de notre pays. Mhm. Et puis ou de notre continent. Nous, les Européens, on était les seuls à pas se protéger, en fait. Et là, on est en train d'introduire, et ça, c'est un combat très important que je mène depuis des années, hein, parfois un peu tout seul, hein, l'idée de réciprocité. C'est-à-dire, les pays qui changent les règles pour privilégier leur entreprise locale, il n'y a pas de raison que nous, on ne privilégie pas les nôtres, les entreprises locales. Donc, c'est l'idée de la réciprocité dans les marchés publics, c'est hyper important. On parle quand même de 500 milliards d'euros par an. Hein. Donc, pour moi, c'est ce genre de combat qui ne sont pas forcément toujours très visibles médiatiquement, mais qui sont hyper importants, parce que là, on parle quand même de l'avenir de la planète, du monde, et puis accessoirement de nos entreprises et de nos salariés. D'accord. Alors, toujours en lien avec les questions internationales, cette fois pas sur le commerce. Donc, je l'ai mentionné en introduction, vous êtes en faveur de ce qu'on appelle une stratégie autonome de l'Union européenne en matière d'affaires étrangères. Et quand j'avais mentionné ça en amont de l'interview, quelqu'un demandait si c'était vraiment quelque chose de faisable et de souhaitable, puisqu'il disait, mais attendez, la France, elle est souvent en décalage avec les autres pays européens en matière d'affaires étrangères. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une stratégie autonome de l'Union européenne si la France, dans tous les cas, elle n'est pas d'accord avec les autres pays dans la plupart des cas? Alors, souhaitable, oui. À la fois, je veux dire, on est en train de construire l'Union européenne, ça va prendre du temps, hein, parce qu'en réalité, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt général européen. Il y a des intérêts des nations qui composent l'Union européenne, qui parfois convergent, parfois divergent. Et donc, pour faire de la diplomatie, c'est compliqué. Je reprends l'exemple de la Chine. L'Allemagne a très, très envie qu'on passe des accords avec la Chine parce qu'elle veut vendre des voitures à la Chine. Nous, les Français, c'est un petit peu différent. Je prends un autre exemple, notre rapport à la Russie. Nous, les Français, la Russie, c'est un allié historique. Hein. Je le rappelle, au XXe siècle et même à la fin du XIXe. Pour les autres pays, notamment les peuples baltes, la Pologne, la Roumanie, pour eux, la Russie, c'est un mauvais souvenir parce qu'ils ont été envahis. Et en ce qui concerne les Baltes, ils ont été envahis plusieurs fois, des dizaines de fois dans l'histoire. Donc évidemment, entre Français et Baltes sur la question de la Russie, on ne se comprend pas forcément parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes craintes, on n'a pas les mêmes réticences. Donc ça, c'est vrai, c'est compliqué. Mais en même temps, moi, je pense que l'avenir, à très long terme, c'est quand même une Union européenne qui soit autonome complètement et qui décide de sa politique commerciale, de sa politique étrangère, souverainement. Pour ça, il faut s'émanciper. Il faut s'émanciper de toutes les grandes puissances, à commencer par celle des États-Unis. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, elle n'est pas indépendante des États-Unis. La preuve, elle est dans l'OTAN, hein, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une solidarité de fait entre les Américains et les Européens en ce qui concerne la défense, la sécurité, et donc d'une certaine façon les affaires étrangères. Ça, c'est quand même un problème. C'est un vrai problème. Et moi, je ne suis pas pour qu'on soit solidaire des Américains dans toutes les entreprises qui mènent au niveau mondial. Je suis pour que l'Europe s'autonomise. Pour s'autonomiser, il faut s'émanciper de toutes les puissances. Et alors, après, il y avait une deuxième question de votre auditeur qui dit la France est souvent en décalage avec le reste des pays européens. Ça dépend sur quoi, en fait. Hein. Mais surtout, à la rigueur, peu importe. C'est des combats qu'on doit mener. Mais autant les mener dans des conditions d'indépendance maximale. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs très bizarre de voir qu'on continue. Il y a plein de pays européens qui continuent à souhaiter par-dessus tout l'accord avec les États-Unis,
là où on a des partenaires qui ne sont pas super loyaux quand même, hein, les Américains, outre le fait que, bon, ça choque personne, mais la NSA a écouté la plupart des dirigeants européens pendant des années. Enfin, moi, je trouve ça lunaire, hein, quand même, qu'on ait Mme Merkel, les présidents français écoutés par les services secrets américains. C'est quand même censé être des alliés. Bon, ça pose quand même un problème. Mais au-delà de ça, je pense que il faut qu'on s'émancipe, il faut qu'on devienne indépendant. Bah, c'est pas facile, la route est longue, mais c'est la condition, à mon avis, de la pérennité de l'Union européenne. Alors, vous avez mentionné justement la Russie, j'avais une question sur ça. Donc, il y a quelques semaines, le Parlement européen a adopté, quelques semaines, c'était il y a 2 semaines, je crois, le Parlement européen a adopté une résolution sur la société militaire privée Wagner, donc, qui est une société militaire privée russe qui est considérée comme étant plus ou moins le bras armé informel du Kremlin et qui est soupçonné d'un certain nombre d'exactions, plus récemment en Libye et au Mali, par exemple. Et il se trouve que les Français de la délégation de l'EF, à laquelle vous appartenez, se sont abstenus sur ce texte-là, alors que, par exemple, le Rassemblement national a voté contre et les autres partis ont voté en faveur. Pourquoi est-ce que votre délégation s'est abstenue sur ce texte-là? Bah, c'est assez simple, c'est-à-dire que moi, je suis évidemment très hostile aux opérations organisées par des sociétés militaires privées, comme Wagner. Mais soit on fait une résolution et on parle de toutes, et donc on parle des 10 qui sont devant, qui sont toutes des compagnies américaines ou anglo-saxonnes, mais on peut pas dire juste il y a un problème spécifique avec une société russe sans parler des expérimentations hasardeuses et parfois très graves et parfois tragiques des autres sociétés privées, c'est tout. Donc moi je ne comprends pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Ça rejoint totalement la question d'avant. Moi je suis pour qu'on soit indépendant des Russes, ça évidemment, mais aussi indépendant des Américains. Et donc quand il s'agit de critiquer des sociétés privées militaires qui commettent des exactions dans les pays, vous avez cité la Libye, il faut les condamner toutes. Voilà, parce que sinon ça donne l'impression qu'on veut ménager le big business industrialo-militaire américain. Bah pourquoi? Il n'y a pas de raison. Mais pour autant, Donc, enfin, sur ce cas précis, bon, l'actualité concernait davantage Wagner, c'est Wagner qui a entre guillemets, Ouais, comme ils avaient. Mais après, il y a aussi, vous avez cité effectivement les autres sociétés militaires privées qui sont dans d'autres pays, hein. Vous avez dit le top 10, c'est les sociétés anglo-saxonnes, américaines et anglo-saxonnes, et le Parlement européen avait fait justement une résolution sur le sujet il y a quelques années, je crois 2017 ou 2018. Ouais, mais il y a quelques années, justement. Or, ça reste toujours d'actualité. Donc, encore une fois, moi, évidemment que ce que fait Wagner est intolérable, insupportable. De toute façon, déjà, le recours, enfin, je vais vous dire, les sociétés militaires privées, c'est rarement glorieux quand même, hein. D'abord, ça pose un vrai problème politique et diplomatique. Mais encore une fois, on pourrait parler de ce qui s'est passé en Somalie ou en Irak, où là aussi, il y a des sociétés privées américaines, la liste est longue, hein, qui se comportent super mal, qui font des trucs horribles. Et pourquoi là, on ne pourrait pas faire un texte principiel qui soit élargi à toutes les questions? Voilà. Mais on n'a pas voté contre, hein. Oui, C'est vous êtes abstenu. Vous êtes abstenu. C'est abstenu justement au nom de cette impression de 2 poids 2 mesures qui est particulièrement pénible. Oui, seule l'extrême droite avait voté contre au niveau Oui, européen. c'est vrai. Et puisqu'on parle d'actualité et d'extrême droite, alors peut-être que vous avez entendu aujourd'hui, il y a un certain nombre de rumeurs comme quoi l'extrême droite européenne, donc Rassemblement national français, le Fidesz hongrois, le PiS polonais, le FPÖ autrichien et la Lega italienne, allaient former ensemble un groupe parlementaire commun au Parlement européen qui ferait d'eux, sur le papier, le troisième plus grand groupe au Parlement européen. Donc si ça se confirme, alors a priori l'annonce devrait être faite samedi. Si ça se confirme, est-ce que vous pensez que ce nouveau groupe d'extrême droite va rebattre les cartes en termes d'équilibre politique au Parlement, ou est-ce que ça va être business as usual? Alors, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en ce moment dans le rapport de force politique, hein, puisque vous avez vu qu'on va réélire le président du Parlement européen, que le socialiste italien Sassoli apparemment s'en va, en vertu d'un accord qui avait été pris au début du mandat, et qu'on va remplacer par quelqu'un du PPE, c'est-à-dire les conservateurs. Sauf que, d'après ce que je sais, ils ont décidé de nommer l'ancienne ministre maltaise pour le PPE, qui est farouchement hostile à la contraception, à l'avortement. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc déjà, ça va bouger. Après, oui, il va y avoir... alors, je ne sais pas encore fait, hein, la constitution de ce grand groupe. Hein. Non, pas encore. C'est en effet possible. C'est possible pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de délégations qui vont quitter le PPE. Le PPE, c'est la droite européenne. Et là, on a une partie de ces organisations qui vont rejoindre l'extrême droite européenne. Et donc, on est sur une problématique beaucoup plus large, qu'on connaît bien, nous, en France, hein, qui est la porosité
la perméabilité entre la droite et l'extrême droite, qu'on avait vu notamment en Italie au moment de l'alliance entre Berlusconi. C'est la première fois que ça s'est fait en Europe. Il y avait aussi l'Autriche, où en gros, il y avait la droite italienne qui s'alliait à l'extrême droite. Bah là, au Parlement européen, c'est un laboratoire, en fait. On va voir ce qui se passe, mais ça confirme l'inquiétude que j'ai par rapport à une dérive, on va dire, du camp conservateur européen qui progressivement rejoint l'extrême droite sur ses valeurs et sur ses propositions. Après, si ça devient le troisième groupe du Parlement européen, bah, vous voyez bien qu'il y a un sacré enjeu pour nous. Ça va être de contrecarrer son influence et ses propositions. Et en parlant de groupe politique, parlons un peu du vôtre, donc The Left. Donc on en a déjà parlé un petit peu au début, vous avez mentionné que votre groupe est assez diversifié, hein, Ah bah oui, ça c'est avec sûr. beaucoup de tendances différentes, hein. Ça va de députés qui sont très pro-européens, je pense par exemple à votre collègue Younous Omarjee. Euh, Ça va aussi à d'autres députés, aussi de Left, qui sont à peine sans exagérer en train de dire que l'Europe c'est un complot américain. Je pense à certains de vos collègues irlandais. D'une manière générale, il y a aussi un certain, enfin, une forme d'euroscepticisme un peu soft au sein de votre groupe. Donc, compte tenu de cette diversité au sein de votre groupe, est-ce que vous pensez qu'il y a une colonne vertébrale européenne au sein du groupe The Left, ou est-ce que en fait c'est un peu un groupe où chacun fait un peu ce qu'il veut et il y a juste un groupe européen comme ça? Je ne dirais pas que chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est une confédération, en fait. Donc, il y a une très grande liberté laissée aux délégations. Je ne qualifierais pas ce groupe d'eurosceptique. Je pense qu'il est eurocritique, eurovigilant, et en tout cas, ce qui nous rassemble tous dans ce groupe, c'est qu'on ne se reconnaît pas dans la construction de l'Union européenne telle qu'elle est en train d'être faite aujourd'hui. En gros, on ne se reconnaît pas dans la sainte trinité européenne, c'est-à-dire concurrence libre et non faussée, austérité budgétaire et libre-échange généralisé. Ça, c'est oui, je pense que là, on se retrouve tous pour dire que on ne veut pas que l'Europe se construise comme ça. On ne veut pas que l'Europe elle, se construise à côté des peuples, voire même parfois contre les peuples. On ne veut pas que l'Europe, elle privilégie systématiquement le marché et les intérêts privés aux intérêts collectifs et aux services publics, par exemple. Franchement, l'Europe a beaucoup œuvré pour sommer les pays de privatiser ici ou là. On ne veut pas non plus que la compétition soit exaltée au détriment de la coopération entre les nations. Vous voyez ? Bon, est-ce que pour autant c'est de l'euroscepticisme ? Non, je ne crois pas. Moi, je suis profondément européen. C'est-à-dire que je crois que c'est un projet extraordinaire d'unifier politiquement le continent. Même si je continue à croire à la pertinence des nations aujourd'hui, au moment où on se parle. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un idéal qu'on doit continuer à avoir en tête quand on fait de la politique au niveau européen. Pour autant, je m'excuse, je ne suis pas d'accord avec plein de trucs qui se font. C'est pour ça que je les critique, que je les combats, que j'essaye d'infléchir le cours de la construction européenne. Et ça, je pense que dans notre groupe, qui est certes un groupe très hétérogène, mais on a tous ça en commun. Après, il y a des expressions très diverses, en effet. Enfin, bon, je vois, quand je regarde les grosses délégations, c'est-à-dire les grosses délégations, vous avez les Espagnols de Podemos, les Grecs de Syriza, les Allemands de Die Linke, et nous, la délégation France Insoumise au Parlement européen, à laquelle j'appartiens, quand même, on a des points communs, quoi. Mais Et du coup, c'est pas de l'euroscepticisme brutal. Hein. c'est bien pour ça que je distingue enfin, je dis bien euroscepticisme soft, parce que par exemple, ce que j'entends ce que vous dites, mais par exemple, si on compare avec les Verts, quand les Verts parlent des relations qu'ils ont avec votre groupe, un point saillant qui revient souvent, c'est oui, on peut être d'accord avec The Left quand il s'agit de questions sociales, etc., mais on n'est pas d'accord avec leur rapport à l'Europe. Ouais, mais je pense que c'est largement exagéré. Pour autant, c'est vrai, je vais vous donner un exemple. Hein. Quand il y a eu le traité constitutionnel européen en 2005, les Verts étaient tous favorables à cette constitution européenne. Et nous, on y était défavorables. Ça, c'est vrai. On y était défavorables parce que justement, les points que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire le primat de la compétition, y compris de la compétition au sein de l'Union européenne, on ne s'y reconnaît pas. C'est quand même fou qu'il y ait entre les États de la compétition fiscale. Donc ça donne quoi ? Ça donne qu'il y a plein de gens qui échappent à l'impôt dans les pays
pour aller dans des tout petits pays qui ont un impôt sur les sociétés quasiment égal à zéro. La compétition sociale aussi, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez recours à des travailleurs de moins en moins bien payés qui vont concurrencer vos travailleurs dans vos pays au nom de l'idéal de concurrence. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Moi, je veux qu'on travaille, par exemple, à un salaire minimum européen digne de ce nom. Et je veux que les conditions de travail, par exemple, dans les pays de l'Est, elles s'améliorent pour pas que vous ayez une sorte de concurrence déloyale avec les travailleurs français, allemands ou espagnols. Ça, je m'excuse, c'est quand même une vision politique de l'Europe qui est différente. C'est une Europe de l'harmonisation sociale, de l'harmonisation fiscale, c'est une Europe de la coopération. C'est sûr qu'on a des désaccords, mais encore une fois, les Verts, eux, ont une vision de l'Europe qui est parfois aussi très compatible avec le libéralisme. Pas forcément les Verts français d'ailleurs, mais je peux vous citer plein de délégations où il n'y a pas de contradiction pour eux entre ce qui fait leur colonne vertébrale, c'est-à-dire la préservation de l'environnement et l'urgence écologique, et le système économique dans lequel on vit. Moi, je considère qu'il y a une contradiction très forte. Voilà. Enfin, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Vous savez, il y a, Bien sûr, je pense, sans exagérer, qu'il y a 80% des votes où on est en commun avec les Verts, je pense. C'est fort probable, effectivement. Ouais, jusqu'à 80%, ça me paraît plausible. Ouais, ça me paraîtrait aussi relativement plausible. Alors parlons un peu politique nationale avec un petit peu d'Europe là-dedans. Donc, il se trouve que pour les présidentielles, donc si j'ai bien suivi, vous soutenez pour le moment Arnaud Montebourg. Et Monsieur Montebourg, ça fait quelques mois maintenant, mais il s'est fait entendre ces dernières semaines aussi par un positionnement européen qui a été assez critiqué dans une certaine mesure, ou du moins qui s'inscrit dans des discours qu'on entendait plutôt du côté de la droite. Par exemple, lorsqu'il y a eu, donc, comme vous savez, les différences de vues entre la Pologne et l'Union européenne, Monsieur Montebourg avait dit que, en fait, au fond, la Pologne avait raison d'être contre le principe de primauté du droit européen. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'en fait un gouvernement national pourrait mettre de côté le droit européen si ça ne l'arrange pas? C'est pas exactement ça qui s'est passé. Ce que nous avons dit, et on était très nombreux à le dire, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne ne décide pas de tout dans l'Union. Et que sa jurisprudence, elle peut être critiquée, elle peut être critiquable, et ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans qu'on critique les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Après se greffe l'histoire polonaise. Évidemment que moi, je ne soutiens pas le gouvernement polonais, qui est un gouvernement clérical, conservateur, réac, et souvent proche de l'extrême droite. Mais il y a eu une bourde de la part des institutions européennes. Ils ont communiqué en disant « Attention, il est sûr que le droit européen prime sur le droit national et même sur les dispositions constitutionnelles. » C'est là qu'on a un désaccord. Gros désaccord. Pologne ou pas, moi ce qui m'intéresse c'est les principes. Non, le droit européen, il ne prime pas forcément sur les dispositions constitutionnelles parce que la Constitution, c'est le stade ultime de notre droit quand on est dans un pays souverain. Et donc, oui, là il y a un vrai débat. Et d'ailleurs, les Allemands, via la jurisprudence de la Cour de Karlsruhe, et d'autres pays encore, et même le Conseil constitutionnel français, ils ne reconnaissent pas la primauté du droit européen sur la Constitution. C'était ça le débat. C'était ça le désaccord. Et ça vaut pour... et c'est pas parce que ça a été soulevé par la Pologne, c'est un débat qui a été soulevé bien avant, notamment par l'Allemagne. Donc c'était ça l'objet du débat. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un soutien de Montebourg au gouvernement polonais. Non, c'est pas ça le propos. C'est pas ça le propos. La question, c'est sur le principe. Est-ce que un pays européen, un gouvernement peut dire, écoutez, j'ai un mandat national qui n'est pas compatible avec ce que dit un traité européen, du coup, le traité européen, je m'en fous, je fais ce pourquoi les gens m'ont élu. Déjà, c'est bien de faire ce pourquoi les gens vous élisent quand même. Et après, il y a une dialectique assez subtile entre ce pourquoi les gens vous ont élu et l'appartenance à l'Union européenne. Mais l'appartenance à l'Union européenne, ça ne veut pas dire se soumettre surtout, sous prétexte que la Commission, en l'occurrence, va au-delà de ses prérogatives, ou que la Cour va au-delà de ses prérogatives. Moi, je ne sais pas, par exemple, il y a de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que je conteste radicalement, notamment sur les questions sociales. Voilà. Et à un moment, il y a un rapport de force qui se crée. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils font quoi, les Allemands, par exemple? Vous croyez que Madame Merkel, quand elle va négocier en Europe,
Elle a un mandat du Bundestag. Elle vient négocier, elle dit ah là là, mais moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que le Bundestag m'a dit. Voilà. Donc elle a un moyen de pression. Et ce que je reproche souvent aux autorités françaises, c'est que, comme le Parlement compte pas beaucoup en France, les gouvernements successifs vont négocier, généralement se font avoir, et de toute façon rendent de compte à personne. Ça, c'est pas normal. Voilà, donc, ce qui est intéressant dans le débat qui a jailli à ce moment-là, c'était comment on reconstruit progressivement l'Europe en tenant compte de la souveraineté populaire, parce que ça, c'est ça qui nous anime quand on est élu, sans pour autant abîmer l'édifice européen, c'est-à-dire enfin, l'idée même de construction européenne. Moi, je crois que c'est possible, pourvu que chacun se respecte, mais pour aussi qu'on nous entende. Vous vous souvenez quand même, la crise grecque en 2015, alors peut-être les plus jeunes qui nous suivent ne se souviennent pas, mais enfin, on a eu quand même une commission, un conseil qui traitait la Grèce, mais vraiment comme des chiens. Moi, j'étais profondément choqué parce qu'à 3 reprises, le peuple avait dit nous, on ne peut pas aller au-delà de ça, et voilà pourquoi on vote. Et à chaque fois, on disait si, vos retraites, on va les allonger jusqu'à 65, 66, 67 ans. Les salaires des fonctionnaires, on va les baisser de 20, 30%, etc., etc. Toujours au service du capital, hein, parce que par contre, les banques, elles morflaient pas. C'est normal à un moment que les pays se révoltent et que les peuples se révoltent. Et si l'Union européenne, elle veut, parce que l'euroscepticisme auquel vous faisiez allusion est très fort dans tous les pays européens. Vous avez vu le dernier baromètre publié par la Fondation Jacques Delors, ça progresse. Si on veut réconcilier les peuples avec l'Union européenne, il faut aussi que les institutions européennes, elles écoutent la colère des peuples, qu'elles comprennent ce qui se passe. Or, pour l'instant, ce n'est pas toujours le cas. Alors du coup, puisqu'on parle justement d'évolution des institutions européennes, si vous pouviez changer, vous pouvez claquer des doigts ou changer quelque chose dans l'Union européenne, dans la manière dont la politique européenne se fait, etc. Qu'est-ce que vous changez et pourquoi? Moi, je change le principe de la concurrence libre et non faussée. Parce que ça met à mal les services publics, parce qu'on l'a vu au moment du débat énergétique, la privatisation, la dérégulation, l'obsession de la concurrence, ça aboutit à une catastrophe pour les consommateurs. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je change. Je dis, moi, je suis pour qu'on puisse aider des entreprises, par exemple, ce qu'on appelle les aides d'État. Oui, je suis pour qu'on promeuve et qu'on ait d'autres services publics. Oui, je suis pour qu'on nationalise un certain nombre de choses. Les autoroutes en France, mais peut-être aussi certaines sociétés de crédit, des banques, pour avoir, ou même de renationaliser, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, compte tenu des traités européens, des sociétés d'énergie qui ont été démantelées. Voilà, ça je change, c'est le premier truc que je change parce que on passe d'une logique de compétition à une logique de coopération. Et toujours, enfin, je regarde le temps, donc je vois qu'on approche de la fin. Je vais vous poser la dernière question traditionnelle qu'on demande à tous les députés qu'on reçoit. Qu'est-ce que vous pensez du débat sur l'Union fédérale, l'Union européenne en tant que fédération? Vous êtes pour, vous êtes contre, pas d'opinion? Si j'ai forcément une opinion. Mais je vais vous faire une confidence. Quand j'étais plus jeune, j'étais quand même, j'avais ce rêve fédéral, l'idée d'un gouvernement européen responsable devant un Parlement européen et où les États seraient finalement comme aux États-Unis, c'est-à-dire ils auraient des compétences, mais c'est quand même le gouvernement fédéral qui déciderait des politiques à mener. Aujourd'hui, avec mon expérience de parlementaire européen, je suis un peu plus sceptique parce que je mesure à quel point, même si on travaille ensemble, même si on parvient à des compromis, même si on avance lentement, il y a quand même une différence, il y a des différences d'intérêt, des différences de culture politique qui rendent la chose quand même compliquée au moment où on se parle. Après, qu'est-ce qu'il adviendra de l'Union européenne dans 20 ans ou dans 50 ans? C'est difficile à dire, peut-être, compte tenu de l'état du monde, des grandes puissances, parce que vous allez quand même avoir, et puis de la montée en puissance de certains continents. L'Afrique, c'est 2,5 milliards d'habitants à la fin du siècle. Je veux dire, c'est quand même forcément que l'espace européen est pertinent pour répondre à des grandes questions. La question du climat, la question de la régulation du numérique. Et donc, peut-être qu'à terme, vous aurez une Union européenne qui sera fédérale. Enfin, tout ça, c'est des débats juridiques en réalité, parce que pour l'instant, la vraie question, c'est est-ce que l'Union européenne, elle ne va pas exploser? Est-ce que tous les facteurs
que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la compétition acharnée à l'intérieur de l'Union, le fait qu'on ne tienne pas suffisamment en compte la vie des peuples, est-ce que ça ne va pas faire exploser l'Union européenne? Je veux dire, le premier enjeu, c'est ça. C'est éviter que ça explose. Le deuxième enjeu, c'est infléchir le cours de la construction européenne pour que les citoyens se reconnaissent dans cet idéal. Après se poseront les questions qui sont plus des questions institutionnelles, savoir si ce sera une fédération ou pas. Franchement, Jacques Delors s'en était sorti avec une formule qui c'est la confédération d'États-nations, ou la fédération d'États-nations, plus exactement, fédération d'États-nations. C'est-à-dire ce qu'on appelle en stylistique un oxymore, c'est-à-dire on associe deux termes contradictoires. Bon, on verra quoi, mais disons que je ne trouve pas que ça soit un débat prioritaire aujourd'hui. Ouais, c'est un débat très théorique. Ouais, très théorique. Alors attention, moi j'ai adoré enseigner ce genre de choses à mes étudiants, la différence entre fédération, confédération, la spécificité de la construction communautaire, tout ça c'est super intéressant. Hein. Je dis pas ça. Hein. Je dis juste que vous voyez bien que ce qui obsède les gens aujourd'hui, c'est pas tant de savoir si l'Europe va devenir une fédération ou pas, c'est est-ce que l'Europe relance son économie, si oui, comment? Est-ce que les millions de pauvres dans l'Union européenne, on s'occupe de leur sort? Est-ce que les millions de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, on essaie d'imaginer des politiques éducatives à la hauteur? Qu'est-ce qu'on fait pour le climat? Est-ce qu'on en fait assez? La réponse est non. Voilà, à mon avis, c'est plutôt ça qu'obsèdent les gens. Et donc, il faut répondre aux obsessions des gens. Ça, c'est vraiment une leçon en politique. Hein. Il faut répondre aux aspirations et aux inquiétudes des gens. Et en Europe, il y a des aspirations, des inquiétudes, il faut essayer de les percevoir et d'y répondre. Écoutez, merci beaucoup Emmanuel Morel de nous avoir accordé ce temps. Ce que je vais vous proposer avant que vous alliez faire à manger pour vos enfants, c'est de dire un dernier mot à l'audience. Je vous laisse le mot de la fin et après, écoutez, je vais vous libérer et nous on va commencer notre débriefing. C'est pas un mot de la fin, c'est un mot pour commencer une discussion future, parce que vous voyez bien que là, moi j'avais plein de choses à dire, j'en ai encore plein à dire. Je ne sais pas quel est l'état des questions, je ne sais pas ce qu'en ont pensé les gens. Ce que je vous propose en tout cas, c'est de poursuivre cette discussion sous un format ou sous un autre, parce que c'est quand même, il en va c'est quand même, on parle de questions vachement importantes, hein. C'est notre avenir, c'est l'avenir du monde, c'est comment on fait en sorte que les conditions de vie des gens s'améliorent. Bon, moi, c'est ce qui me motive, ce qui me mobilise, ce qui fait que je me lève le matin et que je vais travailler au Parlement, parce que j'ai quand même une certaine idée de l'action politique. Peut-être c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, la politique est caricaturée, méprisée, mais je voudrais évoquer au moins là-dessus, c'est-à-dire la noblesse de l'action politique. La noblesse de l'action politique, c'est agir pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et parfois, ça foire, parfois on échoue, parfois on a le sentiment que les hommes politiques et les femmes politiques ne s'intéressent pas à ça, mais je peux vous dire que pour en connaître beaucoup, l'immense majorité des dirigeants et des parlementaires de ce pays, ils aiment leur pays, ils aiment travailler pour leurs concitoyens. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et c'est vrai au Parlement européen aussi, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on peut lire ici ou là, des rapports de force, des controverses, des débats, la vérité, c'est qu'on a quand même des gens qui s'engagent pour le bien commun. Voilà. Et c'est très important, le bien commun, dans cette période où on a tendance à négliger le commun et à préférer les épanouissements individuels. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait encore des gens qui s'occupent de ce qui nous est commun. Voilà. Eh bien écoutez, sur cette vision optimiste, je vous remercie à nouveau. Chat, n'hésitez pas à remercier Monsieur Morel. Vous pouvez le suivre sur son compte Twitter, vous voyez le lien sous son lien vidéo. Et bien écoutez, sur ce, Monsieur Morel, je vous souhaite une bonne soirée, merci encore. J'espère vous revoir bientôt sur la chaîne dans le futur. Et chat, restez avec moi, on va commencer notre débriefing. Bonne soirée Monsieur Morel. Merci à vous. Hein. Au revoir. Alors, tac, je ferme Zoom. Voilà, alors écoutez, commençons notre débriefing. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout. Alors, on n'a pas couvert toutes les questions que j'aurais aimé. J'espère que ça t'a plu. Hop. Alors, j'ai mon petit calepin, j'ai pris mes notes. On va pouvoir revenir un peu sur ce dont on a discuté. Donc, on a ouvert. Merci, bonne soirée toi aussi, Erzatz. Donc déjà, on a commencé sur... il n'était pas d'accord avec moi quand j'ai dit que le groupe The Left, c'était un groupe d'extrême gauche. J'avais pris la précaution oratoire de dire que c'était
en exagérant, en simplifiant, c'était communément l'extrême gauche, hein, je veux dire, c'est le groupe le plus à gauche du Parlement européen. Alors même si il a bien sous-entendu effectivement la diversité qui existe au sein du groupe de Left, hein, et effectivement c'est vrai, on est revenu aussi plus tard sur le sujet, hein, on trouve un peu de tout hein, dans ce groupe, on trouve vraiment il a du même, on trouve du communisme, tout comme on trouve des gens limite gauche, socialiste un petit peu radical. Donc c'est un groupe très hétérogène, mais d'une manière générale, ça reste l'extrême gauche. Je veux dire, c'est le groupe à l'extrême gauche. Si ils sont pas, enfin, je veux dire, quand on dit extrême gauche, ça veut pas dire que c'est tous des révolutionnaires qui veulent faire le grand soir et ne pas passer par les urnes, hein, loin de là. Qu'est-ce qu'on en a discuté ensuite? Bon entretien, remontation, un peu de description par la description de The Left, il y a clairement des anti-européens là-dedans. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi, c'est vrai qu'il y a des vrais anti-européens. Enfin, je veux dire, moi, quand je mettais en avant la différence au sein de The Left, j'ai pris l'exemple de Margy, donc un député français de Left qui est très pro-européen, il est dans le mouvement européen, donc il est vraiment très pro-européen. Mais à l'autre côté, vous prenez, alors j'ai plus leur nom, mais les députés de The Left irlandais, c'est des grands malades, hein, enfin. C'est des gens qui vont en Syrie pour aller rencontrer Bachar al-Assad, qui disent que en fait toute critique de la Russie c'est un complot américain. Enfin vraiment on est sur du très haut niveau, hein. Donc enfin il l'a lui-même reconnu à demi-mot en disant oui effectivement il y a un groupe très hétérogène avec des très grandes différences, des gens un peu plus radicaux que les autres, que d'autres, mais il y a des vrais anti-européens là-dedans. C'est pour ça que moi enfin, d'une manière général, le consensus est de dire que. Alors moi je continue de l'appeler Lagoué, hein, désolé, c'est mon ancien. C'est mon ancienne. C'est mon réflexe d'ancien assistant du précédent mandat. Lagoué, donc The Left, c'est des eurosceptiques soft. C'est clair. Alors paradoxalement, le mot eurosceptique brûle. Bah oui, effectivement, parce que du point de vue politique, en termes d'expression politique, on rattache la notion d'eurosceptique plus à du discours d'extrême droite. Et en plus, alors, le terme eurosceptique est devenu d'autant plus toxique même à droite, puisqu'il y a eu le Brexit entre-temps, et y a pas, depuis le Brexit, il n'y a pas grand monde qui se dit bah oui, moi l'Union Européenne, je veux plus être dans l'Union Européenne. Si Marine Le Pen s'est convertie soudainement pour devenir que l'Union Européenne c'est quelque chose, en fait on pourrait rester dedans, c'est vous dire à quel point c'est devenu toxique. Donc effectivement, la notion d'eurosceptique est quelque chose qui brûle. C'est pour ça qu'ils parlent. En général, ils disent on n'est pas eurosceptique, on est eurocritique. Et c'est un discours qu'on n'entend pas que à gauche, hein, on l'entend aussi à droite. Il y a quelques semaines, j'avais un des vice-présidents de l'ECR, donc le groupe ultra conservateur entre guillemets, enfin pas ultra conservateur nécessairement, mais voilà, à droite du PPE, donc à droite de la droite classique, les conservateurs. Quand je lui ai posé la question est-ce que vous êtes eurosceptique, il dit non, moi je suis pas eurosceptique, je suis eurocritique. Vous avez demandé à un député RN, pardon, il vous dira non, je suis pas eurosceptique, je suis eurocritique. Donc on va dire que la notion d'eurocritique ou d'euroréaliste, c'est en fait c'est la transformation de l'euroscepticisme, puisque l'euroscepticisme est devenu toxique à cause du Brexit notamment. Donc moi ça m'a pas étonné qu'ils se sentent brûlés un peu par la notion d'eurosceptique. Et même si derrière je dis pas que lui-même est eurosceptique, hein, je veux dire il y a une pluralité entre eux, même au sein des Français, hein, je veux dire ce que dit Ersatz. Hein, Omar G est très pour les Européens. Je suis pas sûr que tout le monde dans la délégation. Enfin, quand j'écoute parfois Manon Aubry, je veux dire que je me dis, est-ce que Omar G et Manon Aubry, c'est pas tout à fait la même tendance en matière européenne, quoi. Entre l'eurocritique des Verts et l'eurocritique de Lagoué, oui, il y a un monde, je suis d'accord. C'est pour ça que, enfin, même si, comme il l'a dit, et je pense que si on creuse dans les chiffres, ça doit plus ou moins se retrouver. Dans la majorité des cas, les Verts doivent voter comme Lagoué sur beaucoup de sujets. Quand il est question de débat sur l'Europe, ils sont pas souvent d'accord. Pas tout le temps d'accord. Et en tout cas, c'est pour ça qu'en général, quand on parle des groupes pro-européens au Parlement européen, on parle du PPE, de Renew, des socialistes et des Verts. Hein. C'est les 4 partis qu'on considère comme étant les pro-européens classiques. Et c'est sur cette base-là qu'en général, les deals vont se faire au niveau institutionnel, même si les Verts vont avoir une place un petit peu particulière parce qu'ils sont un peu plus critiques. Mais en tout cas, c'est des pro-européens convaincus. Je veux dire,
Vous posez la question, est-ce que vous êtes fédéraliste chez les Verts? Il y en a 95% qui vous dit oui. C'est pas du tout la même chose, la même branche d'Européens que la GUE slash de Left. Donc ça c'est effectivement, c'est vrai. Alors de quoi d'autre on a parlé? On a parlé de la culture du compromis, de la culture politique au Parlement européen qui est complètement différente de la culture du politique française. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, hein, parce que, comme on l'a dit, d'un point de vue structurel, bah, au Parlement européen, bah, il y a pas de parti qui a tout seul la majorité, donc on doit tout le temps se parler. Lui-même, il a dit, bah voilà, de temps en temps, moi, sur des sujets, bah écoute, je discute avec la droite et je trouve des accords avec la droite. Je trouve des compromis avec la droite. Parce que c'est nécessaire, faut trouver des compromis, et il se trouve que bah, sur un sujet particulier, on va être d'accord. Et effectivement, bah, c'est ce qu'on appelle la culture de compromis au Parlement européen, qui fait que bah, tout le monde doit parler avec tout le monde. T'es socialiste, tu vas parler avec les Verts, tu vas parler avec le PPE, tu parles avec tes PPE, tu vas parler avec les conservateurs, tu vas parler avec la GUE. C'est vraiment quelque chose de... c'est ancré dans la culture parlementaire européenne, et effectivement ça fait un gros choc des cultures quand quelqu'un arrive du Parlement français, ou même quelqu'un qui est habitué à la politique française s'intéresse à la politique européenne, parce que c'est complètement différent, et aussi ça induit une ambiance de travail très différente, parce qu'à partir du moment où tu dois travailler avec quelqu'un, bah tu vas pas le tracher de manière super violente en permanence, parce que certes tu vas pas être d'accord avec lui sur ce sujet-là, mais sur un autre sujet tu vas avoir besoin de lui, tu vas peut-être trouver un accord avec lui, donc tu vas pas insulter ton partenaire de demain. Donc ça induit mécaniquement une dynamique politique qui est beaucoup plus coopérative, même s'il y a aussi des différences politiques très claires, et des rapports de force politiques très clairs, hein. Je veux dire, le PPE et la GUE, ou The Left, vraiment je m'habitue à dire The Left, ils sont pas potes, hein, clairement pas, mais il y a des moments, bah écoutez, ils vont s'entendre, ils vont dire voilà, sur tel sujet, bah on est plutôt d'accord, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on est d'accord sur le texte. Oui, pas trop habitué à la recherche de consensus transpartisan par chez nous. Et comme il l'a dit lui-même, comme en France, il y a toute cette idée, bah quand t'es dans la majorité, bah tu fais ce que tu veux, et quand t'es dans l'opposition, bah à part gueuler pour essayer de te faire voir, bah tu peux pas faire grand chose. Bah du coup ça radicalise le débat, parce qu'en fait il y a pas de débat, c'est la majorité qui fait ce qu'elle veut et l'opposition qui essaie d'être visible et de créer le clash. Donc forcément tu es dans une ça a un impact sur la culture politique, sur la manière dont les choses se passent. Intéressant de titiller l'indépendance des votes d'un député vis-à-vis de son groupe, mais également de sa délégation. Bah oui, alors effectivement, d'autant plus son choix de soutien pour la présidentielle doit en hériter certains. À la base, quand j'ai posé ma question sur Montebourg, ce qui m'a incité à poser la question sur Montebourg, c'est une question de quelqu'un sur Reddit qui était un peu salé sur l'idée, ah bah il a été élu avec les voix des insoumis, et il veut voter Mélenchon, c'est un social traître. Donc bon, moi, est-ce que M. Morel décide de voter pour la présidentielle, ça le regarde, moi je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est voilà, quelles sont les positions européennes de Montebourg. Finalement, les insoumis devraient réaliser que le fonctionnement des institutions européennes est bien plus proche de leurs idées que le fonctionnement des institutions françaises. C'est... Effectivement, c'est vrai. C'est le cas. Et moi je me souviens, ça m'avait fait pas mal rire d'ailleurs. J'avais fait une fois une session Ask Me Anything sur Reddit. Et je m'étais retrouvé avec quelqu'un qui... un commentaire, quelqu'un qui, j'imagine, vu le contenu du commentaire, était France Insoumise, il détestait l'Europe. Et il disait, quand je disais, bah écoutez, moi je trouve que le député européen est bien plus libre de faire ce qu'il veut au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale. Ils sont libres, je dis, voilà, ils sont peut-être pas forcément plus puissants, mais en tout cas ils sont plus libres. Et lui il dit, non, c'est un scandale que vous disiez ça, le député européen, ça ne sert à rien, c'est l'Assemblée nationale qui compte. Manon Aubry, elle se bat toute seule, elle est pas libre de faire ce qu'elle veut, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. À l'Assemblée nationale, elle serait mieux. Je suis là, bah non, pas vraiment, enfin, c'est... La réalité des choses, c'est qu'elle est probablement plus influente sur les choses au Parlement européen qu'elle ne le serait à l'Assemblée nationale. Il faudrait lui poser la question. Mais voilà, dans l'absolu, en termes d'influence, il n'y a pas photo. Je suis sûr que M. Morel, il est 100 fois plus influent au Parlement européen qu'il ne le serait s'il était député national, à l'Assemblée nationale. Pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, parce que le Parlement européen est... Au-delà de la culture de compromis, c'est aussi une méritocratie. C'est-à-dire que les gens sérieux se reconnaissent. Donc si t'es un député qui est reconnu comme sérieux, même s'il est de l'autre côté, même s'il est pas dans ton groupe politique, c'est quelqu'un avec qui tu vas bosser, c'est quelqu'un que tu vas écouter. Donc pour peu que M. Morel soit quelqu'un de sérieux dans son travail parlementaire, ses collègues socialistes, ses collègues PPE, ses collègues ECR
ils vont l'écouter, ils vont le prendre au sérieux tout autant qu'un député PPE, SND ou autre. Donc voilà. Alors j'avance un petit peu parce que on parle. Coalition qui change selon les sujets, effectivement, on vient d'en parler. Le rôle d'assistant, bon bah en tant qu'assistant, oui, je peux que souscrire, ancien assistant, pardon, je ne peux que souscrire à l'idée qu'effectivement les assistants c'est important. Et ils ont un rôle plus important aussi qu'à l'Assemblée nationale, beaucoup plus important. Le rôle d'assistant parlementaire est assez différent, au Parlement européen est très différent de celui de l'Assemblée nationale. On est dans un rôle beaucoup plus technique et plus influent, j'ai envie de dire aussi sur le fond. Emmanuel Macron est élu du fait d'accords d'appareil, ils sont gentils chez LFI, mais il faut regarder les histoires sans lunettes teintées. Le mandat européen est complètement visibilisé en France. C'est vrai, c'est vrai. Et si je suis complètement, entre nous, je dis ça sur un truc qui va être enregistré, mais entre nous, le fait que les députés soient invisibilisés, ça fait que d'une part, ils sont aussi parfois un peu plus les mains libres pour agir au niveau européen, parce que comme ils sont pas tout le temps sous la loupe des médias, et surtout pas toujours sous la loupe du parti en France, ça leur donne des marges de manœuvre pour faire un peu ce qu'ils veulent, pas seulement ce qu'ils veulent, mais avoir pouvoir se décaler un petit peu du dogme, de l'idéologie qui serait celle du parti en France. Donc du coup, par moment, ça leur permet de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire, enfin que si le parti la regardait, il serait là, mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi cette hérétique? Donc ça, c'est par moment, le fait qu'ils soient un peu moins visibles, plus techniques, ça, encore une fois, ça donne des marges de manœuvre. Parce que du coup, bah, ils sont capables de dire, bah écoutez, je peux toper avec la droite sur tel sujet parce que je pense que c'est important, et ultimement, bah voilà. Et après, effectivement, sur le fait qu'ils soient invisibilisés, bah oui, c'est un secret pour personne. Hein, le député européen n'est pas très aimé des médias. Hein. Je veux dire, c'est ce qui fait aussi, je prêche pour ma paroisse, c'est ce qui fait que bah, j'ai des députés européens qui sont prêts à venir plus facilement sur ma chaîne parce que bah, ils ont envie de parler de ce qu'ils font, ils ont envie de parler de ce qu'ils font. Donc, et comme bah, c'est pas tous les jours que les médias français s'intéressent à ce qu'ils veulent faire et veulent les faire parler, bah, quand moi je viens leur dire, bah écoutez, moi ça m'intéresse de parler de ce que vous faites, je suis sûr que ça peut intéresser les gens de ce que vous faites, bah ils sont contents de dire, bah ouais, ok, très bien, on parle, on discute, je vous explique ce que je fais. Ça donne aussi l'occasion de ne rien faire en toute tranquillité en étant honnête. Effectivement, ça donne l'occasion de ne rien faire si on n'a pas envie si on a envie de rien faire. Mais de manière objective, et il l'a dit en sous-main lui-même à toute fin quand il parlait de la noblesse de la politique, moi, mon opinion, ma pratique, c'est que la grande majorité des députés européens, français ou autres, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui bossent. C'est pas des gens qui se contentent de s'asseoir dans le bureau, les pieds sur la table et de boire des cafés et de collecter les chèques. Loin de là. La grande majorité des députés sont des gens qui bossent, qui sont sérieux et ça peut arriver, des députés, ils débarquent, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce Parlement européen, etc. Et ils y prennent goût, et bah voilà, ils se prennent au jeu, et au final, bah ça devient d'une part des députés qui bossent beaucoup, et ça devient des députés qui peuvent aussi devenir très influents, même s'ils seront pas reconnus au niveau national pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre Parlement la série. Alors lui, il a pas aimé Parlement la série. Ce que je peux comprendre en tant que député européen, vu que les députés européens dans la série sont passablement montrés comme étant un peu des glandus, quoi. Et donc du coup, voilà, lui, il trouvait que c'était pas une série politique dans le sens noble du terme. Ce qui est vrai. Effectivement, ça n'est pas le but. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le but. C'est très très light. Mais moi, là où je suis pas d'accord avec lui, enfin, moi j'ai regardé Parlement, j'ai vu toute la saison, hein, du coup. Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement c'est très caricatural. Hein, vous regardez Parlement, ça ne vous donne, enfin, c'est pas comme ça que le Parlement européen, enfin, c'est pas la réalité du travail d'assistant parlementaire, c'est pas la réalité du travail de député européen. Hein, ne prenez surtout pas ça comme étant le modèle de ce que c'est qu'un député européen en regardant Parlement. En revanche, ce que je trouve que la série fait bien, de manière assez intéressante, c'est elle introduit des concepts, des pratiques, des fonctions qui existent dans la réalité à un public qui ne connaît pas, en fait. Enfin, je veux dire effectivement, il a cité oui, House of Cards, VIP, etc. Oui, la culture politique américaine est différente de la culture politique française, mais du fait que on regarde beaucoup de séries américaines, on regarde beaucoup de films américains, les gens sont globalement savent à peu près, grosso modo, comment ça fonctionne la politique américaine. Ils savent qu'il y a un président, ils savent qu'il y a un congrès, ils savent qu'il y a un sénat. Voilà, ils ont déjà intégré ces choses-là. Alors qu'au niveau européen, la plupart du cas, les gens n'ont aucune idée de la manière dont ça fonctionne.
Je veux dire, il y a un certain nombre de gens, ils savent même pas que le Parlement européen existe. Donc ce que je trouve que le Parlement fait, que la série Parlement fait bien, c'est qu'elle justement elle introduit des concepts. Et effectivement, comme tu dis, Istredak, elle introduit la notion de compromis, la notion de plurinationalité. Ça introduit des fonctions qui existent vraiment, assistant parlementaire, conseiller politique, secrétariat des commissions. Donc elle introduit une idée de la manière dont l'Union européenne, enfin dont la politique européenne se fait, de manière très caricaturale, mais dans les logiques, dans les concepts, c'est intéressant parce que ça se rapproche de la réalité. Et pour moi, c'est un point d'entrée. C'est quelque chose qui permet de dire aux gens, après, plus tard, quand on leur parle, bah oui, machin a dû faire un compromis avec tel autre. Ils savent ce que c'est qu'un compromis, ils comprennent ce que c'est qu'un compromis, et ils comprennent que, bah voilà, les Français ne voient pas la même chose que les Allemands ne voient pas la même chose que les Suédois, etc., etc. Donc, de mon point de vue, c'est ce qui est intéressant dans la série Parlement. C'est un point d'entrée imparfait, mais qui a l'avantage d'être là et qui permet de faire une introduction à la politique européenne. On attend la saison 2. Alors, effectivement, on attend la saison 2, qui est en cours de production. Bonsoir, Ultimate bah, un peu de retard, mais c'est pas grave, tu es dans le débrief. Tu arrives à point nommé. Alors, avant de se lancer dans une analyse de Parlement, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon... Alors, il a parlé commerce international, il n'aime pas le commerce international. Il pour moins de commerce international. Ce qui je pense pas qu'on ait entendu des députés être ouvertement contre le commerce international, ou du moins vouloir dire non, il faut moins de commerce international, parce que ça n'est pas bien déjà en tant que tel. Donc il utilisait les exemples, voilà, le commerce international génère de la délocalisation, il faut relocaliser les productions, donc il utilisait l'exemple du Covid, etc., etc. Donc il était dans une approche plus dure que la normale. Hein. Il l'a dit lui-même, hein, le discours, le commerce international, c'est mal, il faut moins de commerce international, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Du moins par les députés européens qui sont dans la commission commerce international. En général, ils peuvent être critiques, moins critiques des accords commerciaux, mais en général, ils sont pas en train de dire non, il faut pas que l'Union européenne fasse des accords commerciaux. En général, c'est pas vraiment l'ambiance. Merci pour le follow. Je sais pas pourquoi t'es un fichier de l'autre côté, faudra que je fixe ça en prod, bref. Mais merci pour le follow. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon petit bout de papier? Alors il a parlé des marchés publics, avec notamment la différence entre le Buy American Act et le Buy European Act. Donc c'est la législation américaine qui fait que une part des marchés publics aux États-Unis est réservée aux entreprises américaines. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas en Europe. Même s'il y a beaucoup de débats justement pour créer ça. Merci Erzatz pour le follow. Et pourquoi on n'a pas un Buy European Act? Parce que, et c'est vrai, il y a un côté libéral au niveau européen qui est très prononcé, dans le sens où ils disent voilà, non, on est pour un marché libre et non concurrentiel, donc faut pas de protectionnisme, et dire que faudrait réserver une partie des marchés publics, réserver les marchés publics à nos entreprises nationales européennes, c'est pas bien, ça va contre la libre concurrence, ce n'est pas bien. Effectivement, c'est d'une manière un peu caricaturale, l'Europe a toujours été un peu le naïf en matière de libéralisme. On est les seuls à vouloir respecter les principes du libéralisme, alors qu'effectivement on parle des Américains, il n'y a pas plus protectionniste que les Américains, avec notamment le Buy European Act. Mais on voit émerger ces dernières années justement le débat sur le Buy European, l'idée en tout cas d'un Buy European Act, que effectivement il faudrait qu'on puisse aussi protéger nos... merci pour l'abonnement Prime. Il y a cette idée qu'on puisse acheter européen, défendre, faire un peu plus de protectionnisme européen. Et là-dessus, il y a eu le Covid qui est passé entre-temps, il y a eu, il faut le dire, une influence française avec Macron. Hein. Macron a eu un impact sur le sujet, il a réussi à imposer au moins des débats qui étaient impensables 3 ans, 5 ans avant son élection. Je veux dire, la notion de souveraineté européenne, il y a 10 ans, ou 5 ans, il y a 10 ans, c'était de l'hérésie. Hein. Les gens vous regardez, on me disait, c'est quoi ce truc délirant de nationaliste ou de protectionniste, dégagé de là. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle de souveraineté européenne. C'est devenu un vrai thème pour l'Union européenne. C'est une vraie évolution dans la manière de faire dans le discours politique européen. On a parlé de politique étrangère européenne, sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas
Il n'y a pas d'intérêt commun européen, c'est un agglomérat d'intérêts national qui de temps en temps se retrouve, mais il n'y a pas une idée d'intérêt européen global. Il a parlé notamment de la Chine et notamment de l'altitude de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine, ce qui est vrai, même si ça commence à changer, hein. L'Allemagne, au-delà des élections allemandes, hein, puisque maintenant on va avoir une coalition socialiste, verte et libérale en Allemagne. euh, Au-delà de ça, même au niveau économique, hein, puisque il y a énormément d'industries allemandes qui sont implantées en Chine, hein, notamment l'industrie automobile, il y a une vraie prise de conscience chez eux qu'effectivement ils peuvent pas traiter, ils peuvent pas continuer business as usual avec la Chine, il faut un traitement différencié. Donc on commence à avoir un début de changement de l'approche allemande sur la Chine ou même de la Russie, hein, puisque là, pendant très longtemps la politique officielle vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis des pays un peu autoritaires comme la Russie et la Chine, c'était ce qu'ils appelaient le changement à travers à travers le commerce. C'est-à-dire en commerçant avec eux, en faisant du commerce avec eux, bah, on allait les influencer, on allait les amener à changer. On s'est aperçu que non, dans le cadre de la Chine et de la Russie, par exemple, ça ne marche pas. Ça peut marcher avec des plus petits États, mais avec des gros États, ça ne marche pas. Et effectivement, il commence à y avoir une prise de conscience en Allemagne de ça. Et aussi au niveau du coup européen de cette nécessité de changer d'approche. Mais il est vrai que dans tous les cas, il n'y a pas de politique étrangère de l'Union européenne parce qu'il n'y a pas une perception de l'intérêt commun d'un point de vue général. Et c'est ce qui fait qu'il y a aussi très peu de décisions qui sont prises au niveau européen en matière d'affaires étrangères parce que bah, du coup, les intérêts nationaux se neutralisent mutuellement. C'est pareil en matière de défense. Et c'est aussi qu'au-delà de la notion de politique étrangère, c'est quelque chose qui a fait que, au niveau européen, la perception, par exemple, de Macron a changé au fur et à mesure. Macron, quand il a été élu en 2017, c'était Dieu sur terre. Il se pointait à Bruxelles, mais c'était, je déconne pas, c'était Dieu sur terre, c'était le Messie pour Bruxelles, pour les Européens, pour la bulle européenne. Macron, c'était le Messie, c'était un président français jeune, ouvertement pro-européen, qui assume d'être pro-européen, qui avait battu. Non, pas Emmanuel Morel, qui a battu Marine Le Pen. On sortait du Brexit, on sortait de Trump, donc c'était un peu. C'était la bouffée d'air frais pour les Européens. Ils étaient enfin un président français, un vrai Européen chez les Français, ça va changer les choses, etc. Et donc voilà, au début, les gens étaient vraiment. Ils attendaient Macron, c'était le Messie. Et la perspective, c'est un peu pas renversé, mais là, ça a changé parce qu'en fait, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte, bah en fait, ok, Macron, il est pro-européen, c'est bien, mais ça reste quand même un Français. Il a une vision très française de l'Union européenne. Il défend derrière un vernis très européiste, très européen. En fait, il défend beaucoup les intérêts français au sein de l'Union européenne. Il pousse l'intérêt de la France en le vendant comme étant l'intérêt européen. Donc il y a eu ce petit retournement sur Macron qui s'est opéré où les gens se sont dit en fait non, il est certes plus européen que les autres, mais ça reste un Français. Donc de ce point, c'est pour ça qu'il y a eu aussi un changement un petit peu de mood avec ça. Faut reconnaître à Morel une constance dans l'énonciation des accords de libre-échange, une certaine logique et une honnêteté intellectuelle. Oui, effectivement, il est honnête, il est honnête et constant sur le sujet. Hein. C'est pas une girouette, hein, clairement pas. Que vous dire d'autre politique étrangère, c'est émanciper des US, faut être indépendant de l'OTAN. Bon, ça, on est dans une vision très française de la gauche des affaires étrangères. Hein. Je n'est pas partagé par les autres pays européens. Hein. Je veux dire, vous allez surtout, notamment les pays du Nord, les pays de l'Est. L'idée de s'émanciper des États-Unis, notamment en matière de défense, c'est pas vraiment l'ambiance. Hein. Ils vont vous dire non, mais non, juste non. Et d'ailleurs, enfin, c'est un peu un des enjeux dans les débats autour des débats sur la défense européenne, puisque voilà, on dit Macron dit oui, il faut une défense européenne, mais les autres disent mais attendez, enfin la défense européenne sans l'OTAN, c'est quoi? Je veux dire à part et c'est vrai, je veux dire à part l'armée française, il y a pas de défense européenne quoi. Je veux dire c'est nada, hein, c'est pas l'armée allemande hein, qui va faire la défense européenne, donc il y a ce début de compromis qui commence à se faire entre Macron et les autres pays États européens en disant oui, il faut une défense européenne, il faut être plus d'indépendance en matière de défense, mais pour autant, ça doit se faire de manière complémentaire avec l'OTAN. Ça ne peut pas se faire en remplacement de l'OTAN. Et là-dessus, enfin
l'attitude négative vis-à-vis de l'OTAN, c'est un truc très franco-français. Hein. De moment, il y a que les Français qui soient aussi critiques de l'OTAN. Même si, voilà, il a aussi dit, voilà, les Américains sont pas loyaux envers leurs alliés, ce qui est vrai, hein, c'est une tendance qu'on a vue, hein, entre l'espionnage de la NSA, on l'a vu avec l'affaire des sous-marins, donc effectivement, les Américains, ils défendent les intérêts américains, ils défendent pas les intérêts européens. Mais d'un point de vue géostratégique, les Grecs aussi. Les Grecs aussi sont critiques de l'OTAN. Effectivement, pourquoi ils sont critiques de l'OTAN? Et d'ailleurs, bienvenue sur le chat, je crois que c'est la première fois que tu viens, Georges. Effectivement, pourquoi les Grecs sont critiques de l'OTAN? Parce que leur rival, le pays avec lequel ils ont plus de problèmes, c'est la Turquie. Et la Turquie est membre de l'OTAN, ce qui fait que du coup l'OTAN, elle est pas très active sur la question turque, parce que ça fait partie de l'OTAN, c'est un gros membre de l'OTAN. Donc du coup, ils font rien. Et les Grecs du coup sont frustrés effectivement par l'OTAN, par le fait que du coup l'OTAN ne les aide pas vis-à-vis de la Turquie. Mais effectivement, tu as raison. Effectivement, les Turcs aussi les Grecs aussi sont critiques. Pas autant que les Français, mais il y a effectivement une forme de critique de l'OTAN chez les Grecs. Et c'est une raison pour laquelle d'ailleurs les Grecs achètent chez les Français en matière de défense, parce que les Français sont là, l'OTAN veut pas vous aider, nous on va venir vous aider, on envoie des bateaux pour patrouiller, vous aider pour faire face aux incursions des bateaux turcs dans les eaux grecques, etc. Et on est vos potes, on va vous aider, l'OTAN vous laisse de côté, on va vous aider. C'est pour ça que ils achètent des contrats français en matière de défense. Mais tu as tout à fait raison sur les Grecs. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon calepin? Wagner. Alors on a parlé effectivement Wagner, donc la société militaire privée russe, qui est le bras armé en fait du Kremlin. Hein. C'est eux qui font le sale boulot du Kremlin quand le Kremlin ne veut pas assumer. Hein. C'était les premiers des petits hommes verts, comme on les appelle en Ukraine. Hein. C'est-à-dire les soldats russes qui se retrouvent par hasard en Ukraine pour se battre contre l'armée ukrainienne. Mais officiellement, le Kremlin dit non, on n'a pas de soldats là, non. Oh, s'il y a un Russe qui est en Ukraine, il est en vacances. Nous, on s'occupe pas de ce que les gens font en vacances. Donc voilà, et Wagner, c'est cette société militaire privée russe qui a responsable d'un certain nombre d'exactions en Libye, en Syrie, au Mali récemment, où ils sont implantés depuis le coup d'État. Et il y a quelques semaines, il y a eu effectivement ce vote d'une résolution au Parlement européen sur Wagner, pour dire voilà, on dénonce les exactions de Wagner. Et il se trouve que la délégation France Insoumise, Emmanuel Morel fait abstenu sur le texte, et du coup elle s'est fait critiquer en disant mais attendez, c'est quoi ce truc où vous vous abstenez sur un truc où tout le monde est d'accord pour dire que Wagner fait des exactions, vous défendez juste les intérêts russes comme l'extrême droite. Ce à quoi il a répondu oui mais non, mais en fait non, on dit que pourquoi est-ce qu'on devrait mettre que les Russes, il faudrait mettre aussi les Américains, faut tous les mettre au même niveau, etc. Ce qui est voilà, bon. Effectivement, les Américains aussi ont des sociétés militaires privées. Il y a eu des exactions des sociétés militaires privées américaines. On se souvient de Blackwater par exemple en Irak. Il se trouve qu'il y a eu des résolutions du Parlement européen aussi sur ça, donc c'est pas comme s'il y avait que du deux poids deux mesures sur le sujet. Mais bon, objectivement, il y a quand même une proximité entre une proximité peut-être pas idéologique, mais en tout cas par volonté de s'émanciper des États-Unis, ils aiment bien. Ils sont plus soft avec les Russes, on va dire. Et ça, je pense que c'est relativement indéniable. Mais ils se sont fait taper dessus ces dernières semaines, justement, à cause de leur abstention sur la résolution contre Wagner. Alors il a aussi un peu... il a fait ça pas mal, hein, quand j'ai évoqué la question de ce nouveau groupe de l'extrême droite qui va se constituer. Hein, c'est sorti aujourd'hui, apparemment, samedi. Il y a un nouveau groupe au Parlement européen qui va être annoncé avec toute l'extrême droite européenne, hein, donc Rassemblement National français, le Fidesz hongrois, le PiS polonais, le FPO en Autriche, la Lega en Italie. Donc ils ont créé une espèce de super groupe d'extrême droite au Parlement européen. Et lui, il a tourné ça en disant oui, mais en fait la question c'est pas tellement est-ce que l'extrême droite se met ensemble, c'est la porosité entre la droite et l'extrême droite. Ce qui est un petit peu il y a du vrai, mais c'est un peu exagéré aussi, parce qu'effectivement, donc tout ça c'est parti de quoi? C'est parti du Fidesz, donc les Hongrois, qui étaient avant au PPE, donc la droite traditionnelle européenne, qui était avant au PPE et qui est partie du groupe. Ils étaient sur le point de se faire virer, donc ils ont décidé de prendre les devants et de partir eux-mêmes. Mais donc l'idée disparaît. Alors ça, justement, c'est un point on n'est pas sûr. Mais du coup, voilà, Fidesz partait du PPE
Et du coup, il y a eu ce travail de retransformation, de reformation des droites, on va dire des extrêmes droites en Europe, européenne, qui veulent se coaliser. Pour autant, voilà, il y a le Fidesz, il y aura peut-être les Slovènes du PPE qui seront tentés d'aller là, mais au-delà de ça, il n'y a pas la moitié du PPE qui va partir pour aller à l'extrême droite. Donc la notion de porosité de la droite traditionnelle avec l'extrême droite, c'est un petit peu exagéré, même si c'est vrai, il y a une tendance où il y a une dans le discours, ils sont devenus un peu plus compatibles. C'est vrai, mais la manière dont on a tourné ça, ça sous-entend dire, bah en fait, c'est la moitié du groupe, c'est des gens, c'est des anciens du PPE qui viennent, qui vont créer le nouveau groupe. Et c'est pas tout à fait ça, c'est une exagération. Mais en revanche, effectivement, ID, donc ID, c'est un des deux groupes à droite qui, euh, qui existait déjà, hein, et on sait pas ce qui va arriver. J'ai entendu des trucs un peu contradictoires. Certains disent que c'est une transposition à l'échelle actuelle de ce qui se passe à à l'échelle européenne de ce qui se passe au niveau français. Oui, tu as raison, tu as parfaitement raison. Il a transposé ça un petit peu en copier-coller, même si c'est un peu plus subtil que ça au niveau européen. Et comme dit Erzatz, effectivement, les Hongrois étaient quand même très à droite depuis le PPE depuis longtemps. Il n'y a rien de choquant de les voir basculer. Hein. Effectivement, c'était la suite logique de tout ça. Mais les Hongrois ne représentent pas, enfin, ils n'étaient pas représentatifs de la majorité du PPE. Ça a arrangé le PPE de les avoir pendant un moment, mais pour autant, ils n'étaient pas à la ligne traditionnelle du PPE. Loin de là, ils se sont radicalisés, etc., etc. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et oui, pour revenir sur l'histoire d'ID, je ne sais pas ce qui va se passer pour eux. Et pareil pour le CR, hein, puisque en fait ces groupes ces partis politiques qui vont former ce groupe parlementaire européen, ils étaient aujourd'hui dans deux groupes politiques, ils étaient dans le CR et dans dans ID. Et donc du coup, ces deux groupes-là vont perdre leur groupe leader, et donc la question c'est qu'est-ce qui va devenir. J'ai lu sur Twitter très rapidement qu'apparemment il se pourrait qu'en fait ça soit une transformation de ID, donc ID disparaîtrait au sein de ce nouveau groupe, mais bon, je sais pas, on verra samedi comment c'est annoncé, puisque tout n'est pas arrêté complètement. On verra samedi ce qui va se passer. Et effectivement, ça, oui, le fait que les Hongrois soient dans le PPE, ça les arrangeait de manière comptable, d'un nombre de voix, etc. C'est clair. Est-ce qu'il va y avoir un barrage sanitaire des autres parties sur ça? Gros point d'interrogation, encore une fois. On sait pas comment ça va se passer. Parce que une des raisons pour lesquelles, notamment Marine Le Pen poussait énormément pour que ce groupe se crée maintenant, c'est parce que en janvier, on est à la mi-mandat, et à la mi-mandat, en fait, on remet tous les postes au Parlement européen sur la table. C'est-à-dire que tous les postes de présidence de commission, président du Parlement européen, etc., c'est remis sur la table, on doit réélire des gens. Or, le calcul de Marine Le Pen, c'était de dire, si on crée un gros groupe, ça veut dire qu'on aura droit à des commissions parlementaires. Et elle, son objectif, c'est voilà, elle, ce qu'elle voudrait, c'est avoir le groupe parlementaire qui obtienne des présidences de commission. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que d'une part, ils sont plus petits, donc ils sont pas énormes, ils sont pas éligibles à un certain nombre de présidences. Et surtout, il y a un cordon sanitaire autour de l'extrême droite. Est-ce que ce cordon sanitaire va se maintenir? À voir. Est-ce que c'est viable d'avoir un cordon sanitaire autour du troisième groupe du Parlement européen, sachant que ce qui restera de l'ECR, ce qui restera de ID et potentiellement même une partie du PPE ne sera pas forcément en faveur de ce cordon sanitaire. Donc à voir. Franchement, à voir. On va bien en reparler, comme tu dis, on va en parler dans quelques semaines quand ils vont se mettre sur la tronche dans leur super groupe. Oui, effectivement, on se met sur la tronche parce que par exemple sur un certain nombre de dossiers, ils ont pas de ligne commune. Mais au final, c'était comme à l'EFDD au dernier mandat, hein, où il y avait les 5 étoiles et UKIP dans le même parti. Ils votaient simplement, c'était un mariage de circonstances. Ils voulaient juste avoir un groupe et avoir les financements, et derrière, chacun faisait ce qu'il veut. Comment réjouissance de ce fameux projet de Bannon du camp des nationaux qui est en puissance jusqu'à 2000 PE? C'est encore une fois cette idée de recomposition des droites et de bloc des nationaux, c'est effectivement quelque chose qui pourrait. Mais est-ce qu'ils vont briser le cordon sanitaire? Point d'interrogation. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon papier? L'agoué parosceptique, on en a parlé. Alors, il a parlé un petit peu justement de la réaction du président du Parlement européen, où il a dit « Ah, Sassoli devait partir, mais en fait, il va peut-être pas partir ».
Encore une fois, il est un petit peu spiné hein, l'affaire, puisque effectivement, la présidence du Parlement devait revenir en principe au PPE et dire ah oui mais en fait comme le PPE a élu une députée maltaise qui se trouve être contre l'avortement, Roberta Metsola, bah du coup ça remet les choses sur la table et peut-être que ça devrait pas être un PPE. Bon, il inverse un petit peu les événements puisque à la base effectivement ça devait être le PPE qui devait récupérer, mais c'est d'abord le président actuel du Parlement, donc David Sassoli, socialiste italien, qui a décidé, qui a dit moi je ne veux plus respecter le deal. Je veux rester président du Parlement et je veux pas que le PPE prenne. Donc on va dire c'est d'abord les socialistes qui ont rompu l'accord et voilà après indépendamment de qui, je veux dire, on va dire ah bah voilà la députée maltaise qui a été élue par le PPE pour être candidate à la présidence, elle est controversée parce qu'elle est pro-avortement ou effectivement elle est contre l'avortement. Pour autant c'est une députée qui est très appréciée. Roberta Metsola c'était l'option la plus safe pour le PPE, parce qu'elle est déjà vice-présidente du Parlement, elle est respectée par tout le monde, les gens considèrent qu'elle fait du bon boulot, donc elle est les centristes, les centristes n'auraient pas de problème à voter pour Roberta Metsola, et suivant ce qui se passe, je veux dire, un certain nombre de Verts n'auraient pas forcément de problème à voter pour elle, donc ça n'est pas le mouton noir comme Morel pouvait le laisser entendre. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, alors après quand on a commencé à parler de Montebourg et justement du rapport avec entre le droit européen, la primauté du droit européen, on disait oui mais non, il n'y a pas de primauté du droit européen sur la constitution française. Alors bon, j'en ai déjà parlé ad nauseam sur la chaîne à l'époque, j'ai fait quoi, bien 2-3 revues d'actualité juste sur ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas de... Enfin, la relation entre les constitutions nationales et les traités européens est compliquée. Où en fait, les deux sont à la fois supérieurs et inférieurs à l'autre. Puisque pour adopter un traité européen, eh ben, il faut que ça soit jugé conforme à la Constitution. Donc ça supposerait que le traité soit inférieur à la Constitution. Mais une fois que le traité est adopté, bah en fait, il devient supérieur à la Constitution puisque et c'est la pratique, hein, tous les tribunaux constitutionnels jusqu'au tribunal polonais reconnaissaient la primauté du droit européen en disant bah là quand on me pose une question en rapport avec l'Union européenne, je me déclare incompétent, c'est de la compétence de la CJE, donc de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc l'équivalent entre guillemets, l'équivalent du Conseil constitutionnel au niveau européen. Donc ça sous-entend, bah oui, je sous-traite, je reconnais que ceux qui sont compétents, ceux qui sont supérieurs à moi sur ces sujets-là, bah c'est l'Union européenne. Donc la relation est pas binaire, c'est pas l'un est clairement supérieur à l'autre, l'un est clairement inférieur à l'autre. C'est la même histoire entre les constitutions et plus généralement le droit international. Oui, tout à fait. C'est effectivement le même genre de débat, même si dans le cas du droit européen, c'est plus prononcé encore. C'est encore plus compliqué que ça. Bon, après, il dit oui, les Allemands ont aussi dit que contester la primauté du droit européen, les Français aussi. Non, c'est bon, encore une fois plus compliqué que ça. D'une part, la grande différence avec ce que les Polonais ont fait, c'est que les Polonais ont contesté les traités eux-mêmes. Les Allemands, les Français n'ont jamais contesté le traité eux-mêmes. Ils ont éventuellement contesté des législations secondaires, donc du droit européen classique ou des ordonnances ou un truc comme ça, mais ils n'ont jamais été jusqu'à dire non, je ne reconnais pas la légitimité, la primauté de l'article X du traité de Lisbonne, enfin des traités européens. Ils n'ont jamais été aussi loin. C'est l'énorme différence, c'est que ça ne va pas aussi loin et ils n'ont jamais remis en cause la primauté en tant que telle. En tant que tel du droit européen. Ils disent voilà, ils disent voilà, pour eux ils disent il y a ils considèrent que la Cour de justice a dépassé ses compétences, donc ils disaient qu'ils allaient ultra virer. Ce qui n'est pas le cas de la Pologne. La Pologne a clairement dit le traité européen, je ne les reconnais pas comme légitimes, c'est inférieur à la constitution polonaise. Et du coup, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. C'est le droit national qui prime sur le droit européen. Et Montebourg, c'est ce qu'il a dit. Lui, il a dit clairement, il a dit oui, je suis pas d'accord avec la Pologne sur le fond. Je suis contre le gouvernement polonais, mais je considère qu'effectivement, un gouvernement élu peut faire ce qu'il veut. Je n'ai pas
Si je suis élu pour élire quelque chose qui n'est pas compatible avec le droit européen, bah dans ce cas-là, je ne dois pas, le droit européen ne s'applique pas à moi. Ce qui est une pente extrêmement glissante, d'un point de vue général, parce que ça veut dire que, enfin, ça remet en question pourquoi est-ce que et puis les Français et les Allemands n'ont pas les cours avec la règle polonaise de nomination de la Cour. Oui, effectivement, parce que la Cour constitutionnelle polonaise est aussi contestée parce que bah, sa composition n'est pas considérée comme étant déjà légale. Il y a encore d'autres problèmes derrière. Mais même l'argument même de Montebourg, et c'est un argument qu'on retrouve aussi par exemple à LFI, hein, et qu'on retrouve aussi à droite. Enfin, en gros aujourd'hui, à part chez LREM et dans une moindre mesure chez les socialistes, encore que pas tous, et les Verts, oui, dans les Verts, effectivement, ils vont pas dire qu'ils sont pas contre la remise en cause de la primauté du droit européen. Ils vous disent non, mais en fait, le droit européen, c'est un peu la carte. Ce qui est une pente dangereuse, parce que pourquoi, dans ce cas-là, est-ce qu'on devrait... Ça pose la question, pourquoi on doit faire du droit européen? Quel est l'intérêt de faire du droit européen si en fait seuls ceux qui veulent l'appliquent? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'accepterais une contrainte et pas pourquoi je refuserais une contrainte et pas l'autre? Dans ce cas-là, autant ne pas faire de droit européen. Ça n'a aucun intérêt. Si chacun en fait fait ce qu'il veut et ne respecte pas la règle, ne respecte la règle que quand ça l'arrange lui, bah dans ce cas-là, enfin, autant ne pas avoir l'Europe. L'avantage avec les arrêts Montebourg, c'est qu'en janvier, on n'en parlera certainement plus. Peut-être. Ouais, on verra, mais bon, voilà, c'est très eurosceptique comme point de vue. Et c'est, je veux dire, c'est comment est-ce qu'on peut dire oui, comment est-ce qu'on peut dire ah, mais est-ce que les Anglais voulaient faire avec le Brexit, c'est pas bien? Non, enfin ce qu'ils proposent de faire, c'est exactement ce que les Anglais voulaient faire avec le Brexit, c'est-à-dire ils prennent les règles qui les arrangent et lâcher le reste. Et dans ce cas-là, pourquoi qu'est-ce qui empêcherait, admettons demain, je sais pas, n'importe quel candidat de LR est élu, il va dire bah écoutez, moi je considère que j'ai été élu, au suffrage universel, j'ai la majorité. J'ai une majorité, bah dans ce cas-là, je considère que les normes européennes en matière de, je sais pas, en matière sociale, en matière d'environnement, bah je ne les reconnais plus parce que bah voilà, je considère que c'est pas compatible avec mon programme. J'ai une légitimité qui m'a été donnée par le peuple, bah dans ce cas-là, bah les obligations en matière de changement climatique, bah je m'en fous, j'ouvre des centrales à charbon si j'en ai envie et rien à foutre. Donc c'est un peu ce genre de dérive qu'on va, et ça légitime encore une fois la Pologne pour dire bah écoutez, l'état de droit c'est facultatif. Pourquoi je ne me reconnais pas dans l'état de droit, je n'applique pas l'état de droit. Je ne reconnais pas les droits LGBT, bah je n'applique pas les droits LGBT. Voilà, c'est très facile comme argument. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon truc? Je vais toucher un peu, je vais un peu lâcher sur la fin. Rapport entre l'Union Européenne et Constitution, on en a parlé. Il est sceptique sur l'Union fédérale, ce qui considère que c'est pas nécessairement faisable ou la priorité aujourd'hui. Et il a terminé voilà, sur l'idée que, quoi qu'on en pense, il y a une lignée de noblesse de l'action politique, voilà, même si on n'est pas d'accord avec ce que les uns et les autres pensent, bah voilà, il dit voilà, la majorité de mes collègues sont des gens qui sont convaincus d'agir pour le bien commun, pour défendre la France, et voilà. Ils font de la politique dans le sens noble du terme. Morel revendique aussi l'héritage de gauche dit chevènementiste. Ce serait compliqué pour lui de ne pas faire quelques appels du pied à l'euroscepticisme. Oui, bien sûr. Ça, je peux l'entendre. Hein. Il est cohérent. Il est cohérent avec lui-même. Il n'empêche que, de mon point de vue, il y a quand même le raisonnement n'est pas par balle. Hein. On peut très facilement utiliser son propre raisonnement pour faire des choses que lui considérait comme étant absolument horribles. Donc c'est un peu tout le problème. Enfin bref, bon, là je vais conclure, j'ai fini mon truc. Ah bon, vous avez des questions ou des trucs. D'ici à transformer le droit européen en droit souple. Passe devant. Passe devant. Je te laisse prendre les balles d'abord. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié l'interview, c'était intéressant. J'aurais bien aimé pouvoir poser plus de questions, mais bon, on a eu que 50 minutes et bah, il a parlé beaucoup, donc du coup, je vais poser moins de questions, pas grave. Suite des événements, demain, nouvelle interview, pas avec un Français, on sera avec un député autrichien PPE, Lucas Mandel, donc l'interview sera en anglais.
Ensuite, alors attendez, je me souviens même plus ce que j'ai au programme. Pour cette semaine, ce sera tout. J'ai juste l'interview de demain. Ce week-end, il n'y aura pas de revue de presse parce que je suis pas à Bruxelles, donc je ne pourrai pas streamer. Et la semaine prochaine, je vais vous dire tout de suite qui j'ai en interview. Si je retrouve mon agenda. On va me prendre exactement 5 secondes, voilà. Et la semaine prochaine, oui, j'ai une interview avec un député tchèque. Non, deux députés. J'ai lundi député français Renew, Grudler. Et ensuite, le mardi, j'ai interview avec Monsieur Kovacic, qui est un député Renew tchèque. Donc voilà, programme. Pas assez de temps pour les questions. Bah ouais, sadness. Gros sadness. Mais bon, on fait avec. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Vous connaissez l'exercice. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, bah, n'hésitez pas à me lâcher un petit follow. Si vous êtes généreux, bah, allez lâcher un sub. Je vous serai d'autant plus reconnaissant. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous poste le lien directement dans le chat, notamment Twitter et Discord. C'est là où les choses fun se passent. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. On peut avoir Collard, un de ces quatre. Il se marre un peu, ça lui rappelle qu'il m'en a une oreille. Bah, Collard, ça pose la question, voilà. Qu'est-ce que je fais avec l'extrême droite? Pour le moment, pour les débuts de la chaîne, j'avais pris la décision de ne pas inviter des députés d'extrême droite sur la chaîne. Parce que je voulais pas me retrouver débordé par des militants ou me retrouver trouver des situations problématiques. À voir. Je n'exclus pas à un moment d'inviter des députés d'extrême droite à venir parler. Je ne sais pas complètement comment je gérerai le truc. Donnez votre avis dans Discord, mais c'est un des points d'interrogation pour moi. Qu'est-ce que je fais avec les députés d'extrême droite? Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, bah écoutez, à la prochaine. À très bientôt. Au revoir tout le monde.